Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Guillaume, merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine aujourd'hui. Salut Gaël, ravi d'être avec toi, avec vous. Avant de te passer la parole pour un peu plus échanger, introduire ton parcours, j'aimerais revenir sur encore une fois la rencontre qui a permis ce podcast. C'était il y a à peu près 10 jours. On avait tous les deux booké 1 heure de notre temps pour contribuer à l'association des Petits Princes via un projet qui s'appelle le Désert Bus. Donc, on a conduit un bus entre guillemets pour récolter des dons pour cette association qui me porte à cœur. Et alors, au moment où on appuie sur live, je vois à côté de ma fenêtre Zoom celle de Guillaume. Et puis, il y a 30 secondes d'échange sur qui fait quoi, toute petite introduction. Et je me dis, avant même d'avoir fini le live, il faut que Guillaume vienne raconter l'aventure de Sens Critique sur Aventure Humaine parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes. Voilà, encore une fois, les rencontres magiques que nous offre la vie, que nous offre notre casquette d'entrepreneur. C'est à chaque fois magique. Est-ce que tu peux, pour du coup commencer traditionnellement, te présenter? Oui, écoute, je m'appelle Guillaume Boutin, je suis l'un des cofondateurs de Sens Critique, puisqu'on est au départ nous étions 3. Voilà, et moi aussi peut-être revenir 2 secondes sur notre rencontre. Je trouvais ça formidable, Oui. Et j'ai trouvé ça formidable d'avoir pu, puisque toi tu es un des enfants qui a pu bénéficier enfin tu as été l'enfant, enfin tu es toujours enfant, bref. Tu as été un des enfants qui a pu bénéficier de ce que fait cette merveilleuse association. Et donc, c'était formidable de voir, d'avoir pu partager tes expériences. Voilà, c'était du concret, donc c'était vraiment super. Mais bref, voilà pour la petite parenthèse. Et donc je suis cofondateur avec donc mes acolytes Kevin Kuipers et Clément Apap de senscritique.com qu'on a lancé il y a une dizaine d'années maintenant. Super. Donc, il y a avant ces 10 derniers jours, j'en avais entendu parler. J'étais pas un lecteur ou un auditeur de Sens Critique tous les mois. J'ai envie de te dire que maintenant, j'ai découvert en plus l'application. On va revenir dessus. Donc, tous les jours, je regarde par rapport au classement objectif, aux notes, qu'est-ce qu'on peut regarder. Donc, c'est assez drôle, voilà. Comment es-tu venu sur ce milieu peut-être digital ou artistique? Est-ce que tu as fait des études dans ce domaine-là? Alors très rapidement, non, moi j'ai fait des études, je fais une école de commerce. Je fais un parcours classique école de commerce. J'ai pas spécialement de fibre artistique. Moi, on va dire qu'au sein de notre petite équipe, donc avec mes 2 acolytes, je suis plutôt le monsieur business, on va dire, celui qui est en charge de
de faire du chiffre d'affaires. Donc voilà, et très rapidement, moi au départ, donc j'ai 47 ans. Quand je suis sorti de mes études internet, donc c'était en 97, 98, ça commençait à peine. Ça Mais commençait, ouais. on commençait à en parler, c'était un espèce d'objet comme ça. D'ailleurs, pour être honnête, je comprenais pas ce que c'était. On parlait d'internet, mais on disait les autoroutes de l'information à l'époque. Tu vois, ça me parlait absolument pas. Pourtant, Ouais. j'étais très branché média et je voulais bosser en télé, donc j'ai d'abord bossé en télévision et ensuite par Donc, des rencontres. Pardon. dans quelle chaîne quel Alors au média? tout début, j'ai commencé dans une chaîne musicale qui s'appelle MCM, Ouais. ce qui était Du câble. Ouais, c'est ça, tout à fait, qui est une très vieille chaîne du câble, voilà, qui était une chaîne musicale avec des clips, etc. Donc c'était mon tout premier job. J'avoue que c'est assez extraordinaire de commencer, d'avoir ça comme premier job. Et Vivre dans tu devais faire quoi? je m'occupais des partenariats, donc des échanges de Ok. visibilité avec d'autres médias, des sponsorings sur les émissions, etc. Mais c'est vrai que même si donc j'ai un parcours, on va dire, donc moi plutôt business, j'avoue que j'ai toujours voulu bosser dans des univers, dans un univers entertainment, on va dire. Je me serais pas vu bosser dans les assurances, ou je sais pas quoi. J'avoue que j'ai toujours eu cette fibre avec les médias, avec la musique, le cinéma, etc. Et donc voilà, donc j'ai bossé là-bas. Après, je me suis retrouvé chez Canal+ au moment où Canal+ se lançait véritablement sur Internet et avait créé en fait toute une filiale Internet. Et ensuite, je suis passé chez Vivendi, qui était la maison mère à l'époque. Alors Quelle année ça à peu près? on est en Pour resituer. 2000, on est en 2000. On est en 2000. Ok. Et pour les plus vieux qu'on connu, c'était l'époque Jean-Marie Messier. Enfin, c'était un peu Ouais. l'époque de la folie d'Internet, avec la fameuse bulle spéculative, pardon. Et donc j'ai rejoint un groupe sur la régie publicitaire, donc je vendais de la pub, ce qui est devenu mon métier, ce qui est toujours mon métier. Et là, j'ai rencontré, c'était mes clients au départ, donc j'ai rencontré Kevin Kuipers et Clément Apap, qui étaient les deux fondateurs, les deux créateurs du site de jeux vidéo Gamecube.com. Et on s'entendait très bien. Et en parallèle, tout Internet s'est écroulé. C'était en 2001 à peu près, donc il y a eu l'explosion de la bulle et toutes les startups qu'on fermait. Ouais, ça a été un peu une espèce de période un peu folle où pendant 3 ans, tout le monde devenait milliardaire avec Internet. Et l'année d'après, Internet, c'était fini. Il n'y aurait plus jamais d'Internet. C'était une vaste blague. Et bref, et Kevin et Clément donc venaient de lancer leur site. Et tout s'est un peu écroulé à ce moment-là. Et on s'entendait très bien. Et donc, je les ai rejoints. Je me suis associé avec eux pour monétiser, en fait, Gamecult. Et, donc, tu as quitté vraiment l'univers Canal Vivendi? Ouais, complètement. Alors, Canal Vivendi, c'était pas du tout la même chose. Canal, c'était très cool parce que c'est Canal. Ouais. Et ma génération, Canal, pour moi, c'était un peu un rêve. Le jour où je suis arrivé, mon premier jour chez Canal, c'est comme si je rentrais dans une église, quoi. C'était un moment, je m'en souviens vraiment très très bien quand j'ai passé mon badge et tout. Bref. Mais Vivendi, c'était pas du tout la même chose. Je me suis retrouvé à bosser à la Défense dans des grandes tours, ce qui m'a déprimé. Et d'ailleurs, c'est quoi l'ambiance Canal justement? Alors moi en plus c'était un peu la fin, c'était 2000, donc tu vois c'était même pas le début des années 90, mais c'était une ambiance, c'est un peu, en fait moi j'ai été biberonné, moi je regardais beaucoup la télé quand j'étais petit et je suis vraiment de la vraie génération Canal entre guillemets où dans les années 80 je regardais Les Nuls, De Caunes, Les Nuls, ouais. Du Par ailleurs, etc. C'était toute ma vie, pour être honnête, je ne loupais jamais un truc. Je connaissais leur sketch par cœur, tout ça, enfin bref, même les Guignols, tout. Et donc c'était un environnement qui était assez génial. Après moi c'était la partie web, donc j'étais pas au programme ou sur la partie télé. Mais c'est pas grave. Ce qui me plaisait c'était l'environnement en fait. Et puis pour être tout à fait honnête, j'étais très très fier quand on me disait tu fais quoi? Ouais, je bosse chez Canal. Là c'était la ligne, c'était bon quoi. Ouais, je suis chez Canal. J'arrivais même à rentrer en boîte avec ça. C'était marrant. Enfin bref, mais c'est une époque, on ne se souvient pas à quel point vraiment les années 90, début 2000, Canal, c'était un espèce de truc magique. Et la télé avait vraiment une énorme puissance. Aujourd'hui, la télé, on va dire que elle marche puisqu'elle est en replay et parce qu'elle est sur le web aussi, quoi. Ouais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu demandes à des moins de 25 ans, ils regardent plus YouTube que la télé et un peu le replay, mais le linéaire. Un petit peu le replay, mais c'est tout, quoi. C'est complètement fini, quoi. Et enfin bref, voilà. Et donc
Et Donc c'est... Vivendi, tu y restes, mais tout de suite, tu sens que ça va pas le faire. La défense, voilà, Ouais, alors au début, j'étais ça honnêtement, perd sa splendeur. ouais, j'étais très bien. Ouais, mais j'étais très bien payé. C'est con, Ah, mais tu vois, j'avais 27 ans. une cage dorée. Et, ouais, alors après, c'était pas l'enfer non plus parce que on était quand même dans l'univers web, donc tu vois, c'était pas. Puis de toute façon, je veux dire, je bossais pas la mine, hein, faut être quand même réaliste. Hein, c'était quand même, ça allait, mais c'est vrai que c'était pas fait pour moi. Et c'est vrai que je me suis pas réveillé, mais j'ai souvenir un matin, puisqu'en plus j'avais le droit à une voiture de fonction, ce qui était pour moi, j'avais l'impression que j'étais le président. Et bref, j'étais dans ma voiture sous le tunnel pour ceux qui connaissent, sous le tunnel de Neuilly qui mène à la Défense, qui est une espèce d'énorme autoroute où c'est toujours bouché, on est dans un tunnel, c'est glauque. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et donc, je suis arrivé et donc, on pourrait croire que c'est du storytelling, mais c'est vrai, je suis arrivé à 9h30, à 11h, j'ai vu ma boss, j'ai dit, ben non, je m'en vais, je démissionne. Et donc, je savais pas. T'as laissé les clés. Ouais, j'ai tout laissé. Ouais, mais après, j'étais pas inquiet parce qu'après, j'avais déjà des choses en tête. J'avais rencontré Kevin et Clément, etc. Donc, et puis voilà. C'était déjà en discussion? Non, on était juste potes comme ça. Et d'ailleurs, tu sais quoi, ça me revient. Au début, en fait, je comptais pas bosser avec eux. J'avais d'autres projets, mais comme je m'entendais vachement bien avec eux, je les ai aidés. Ils ont embauché quelqu'un et je les ai aidés à structurer un petit peu leur activité commerciale, on va dire. Et puis c'était quoi tes autres idées? Si tu peux partager, si tu t'en rappelles. Ouais, il faut que je m'en rappelle. Enfin, en gros, c'était à l'époque, tu sais, où il y avait beaucoup de salles de jeux en réseau. Je crois qu'il y en a quand même beaucoup moins maintenant. Ouais, les lignes. Ouais, exactement, où les gens allaient jouer dans une salle pour avoir une bonne connexion, un bon PC, etc. Et il y avait des réseaux de salles qui se structuraient un peu et j'avais rencontré des gens et l'idée, c'était de mettre en place de la pub dans ces espaces. Mais bon, en gros, ça s'est pas fait. Tu sais quoi, je me souviens plus dans le détail, mais en gros, ça s'est pas fait. Et puis non, puis surtout, il y avait un vrai truc, c'est que plus ça allait, plus je m'entendais bien avec Kevin et Clément. Et d'ailleurs, pour te dire un truc, je suis absolument pas joueur. J'ai dû jouer à 3 jeux vidéo dans ma vie. Mais en revanche, l'aventure Gamecult m'excitait beaucoup parce que, pour ceux qui connaissent Gamecult a vraiment marqué, comment dire, l'éditorial jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avec Gamecult est arrivée une rédaction et avec à sa tête donc les deux Kevin et Clément qui étaient un peu des ayatollahs, qui avaient une rigueur très professionnelle dans les tests de jeux vidéo, dans les news, dans la qualité même du site, dans le développement du site. Enfin, je me suis retrouvé avec des mecs qui étaient dont je partageais beaucoup j'étais assez fier aussi parce que Gamecult commençait un petit peu à se faire connaître. Puis j'avais quelques potes dans le jeu vidéo qui me disaient mais Gamecult c'est de la bombe. C'était encore petit mais tu sentais qu'il y avait un embryon très solide, quoi. Ouais. Et puis je te rappelle, je m'entendais très bien avec Kevin et Clément et puis surtout on était très complémentaires parce que tu avais Kevin qui était vraiment qui était le monsieur technique, qui était le développeur du site, qui avait écrit de A à Z tout le site, on va dire, le code, etc. Clément qui était le rédacteur en chef, qui était vraiment sur le contenu, et moi qui étais sur la monétisation. Et donc ça faisait un triptyque qui fonctionnait très très bien parce que chacun était très très légitime et compétent dans son domaine. Donc voilà. Donc c'est quoi le jour 1 où tu dis ok, on fait l'aventure à 3, je laisse de côté toutes mes autres idées, on y va et on se lance à 3, quoi. Je t'avoue, je sais pas s'il y a eu un jour 1. Ça je pense s'est fait progressivement. Ouais, c'est à force de discuter. Et je crois que c'est un jour. Je crois que c'est un jour Kevin donc qui m'a dit mais putain pourquoi tu viens pas bosser avec nous, etc. Et donc j'ai dit et donc voilà, j'ai dit ok et donc je les ai rejoints. Voilà, mais après aussi, tu sais, il y a un truc qui est important de savoir, c'est que j'étais pas inquiet. Enfin, j'avais pas de problématique d'argent puisque je touchais mon chômage et c'est con à dire, mais on est dans un beau pays et que quand tu as ton chômage, moi je trouve c'est une période qui doit toujours être mise à profit c'est du temps en fait gratuit où tu peux justement prendre le temps de réfléchir, de partir sur une piste, de revenir sur une autre piste, etc. Tu peux tester. Donc, ouais. Et puis ensuite, j'étais convaincu que ça allait marcher parce que j'avais déjà commencé un petit peu à discuter avec quelques éditeurs de jeux et donc je savais que le site avait un vrai potentiel
sur les aspects de business. Donc, Et tu avais déjà tes cartes, entre guillemets, et tu avais déjà fait tes armes dans la télé, chez Canal, tout ça. Donc, ouais, mais le truc le plus appris, important, ouais, mais le plus important, c'est surtout que dans mon précédent boulot chez Vivendi, je m'occupais de vendre de la pub à des éditeurs de jeux. Donc, je commençais à connaître un petit peu les éditeurs de jeux, je commençais à connaître un petit peu le marché. Je répète, j'étais pas joueur et je le suis toujours pas, mais je comprenais à peu près comment fonctionnait ce. Tu connaissais les coulisses de l'écosystème, quoi. Exactement, c'était exactement ça. Et puis il y avait un truc qui était assez excitant parce qu'on était vraiment, quand j'ai rejoint Kevin et Clément, on était vraiment, mais au moment où Internet ne valait plus rien, plus personne voulait entendre parler d'Internet. Moi, je me souviens de mon père qui me disait, bah, tu vois, je te l'avais dit, Internet c'est de la merde, etc. Enfin, c'était une époque où globalement tous les gens qui tenaient bon et qui quand même se lançaient dans Internet avaient quelque chose d'assez grisant de te dire, vous allez voir les mecs, on en reparle dans 3 ans. Tu vois, il y avait un truc un petit peu de challenge, de challenge. Et puis, une fois de plus, je te dis, Gamekult avait des vraies valeurs, enfin, ils ont toujours d'ailleurs, de rigueur éditoriale, tu vois, c'est un média pour lequel j'étais très fier de représenter, représenter le site. Et même quand tu parlais avec d'autres personnes, avec des clients et tout, les mecs étaient là, ouais, Gamekult quand même, ça assure. Mais à l'inverse, d'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est que mes clients, donc, étaient des éditeurs de jeux, ils étaient assez schizophrènes. Soit ils étaient en mode perso, parce que tous les gens qui bossent dans le jeu vidéo chez les éditeurs sont des joueurs invétérés, évidemment. Oui. Et à titre perso, ils adoraient tous Gamekult. C'était vraiment la référence éditoriale. Mais en revanche, à côté de ça, dès qu'ils remettaient leur casquette de chef de produit, j'ai dit, putain, ils sont durs. Non, j'ai dit, putain, ils sont durs. J'ai eu 6 à mon jeu. Quand même, ils font chier, etc. Enfin, tu vois, tu avais toujours une espèce de relation amusante. Et Gamekult était le challenger de vidéo.com, donc de jeuxvideo.com, qui était le plus gros site, qui est toujours le plus gros site d'ailleurs, qui est resté le leader en audience. Mais tu avais vraiment jeuxvideo.com qui était un petit peu le mastoc. Généraliste et leader. Exactement. Mais et Gamekult qui était un petit peu le truc plus exigeant. Plus pointu. Ouais, plus exigeant, plus connaisseur. C'est une très belle, c'est une formidable aventure, jeuxvideo.com. D'ailleurs, je te fais une parenthèse, mais si un jour. Vas-y, ouais. Alors, moi, j'ai jamais travaillé pour eux, mais je sais que la personne qui l'a monté, qui s'appelle Sébastien Pissavi, a monté ça en 95, j'ai peur de dire une bêtise, 96. Et il a eu un parcours assez extraordinaire. Je pourrais pas te le raconter, mais je me dis, si un jour tu veux le contacter, parce qu'en plus, tu sais que c'est amusant, jeuxvideo.com, c'est un site qui est toujours resté basé à Aurillac. Ah, c'est fou. En Auvergne. Le leader du jeu vidéo en France est resté basé à Aurillac, jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par Webedia bien plus tard. Mais je pense que Sébastien Pissavi, donc que je connais pas à titre perso, mais je pense qu'il a un vrai parcours. Il a vraiment tenu à développer l'écosystème de sa région. Enfin, c'est assez. Enfin bref, je referme la parenthèse. J'irai jeter un œil. Et donc, ce trio se forme, donc c'est OK. C'est quoi les premières actions que tu mets en place ou les premiers deals que tu arrives à mettre en place pour vraiment lancer la machine? Au début, c'était encore difficile. Il y a eu 2 années où il fallait vraiment se battre quand même, tu vois. Il fallait vraiment aller chercher les campagnes. Et puis, c'était marrant parce qu'on inventait un peu des nouveaux formats. Des formats bien enquiquinants parce que tout le monde déteste la pub, mais tu vois, les interstitiels, mettre des trucs en flash qui viennent faire des zigouigouis sur la page. C'était une autre époque d'ailleurs pour la pub. C'était une époque qui était très toujours purement visibilité, quoi. Fallait se débrouiller pour qu'on te voit la bannière fort. Puis grosse qui te prend toute la page. C'est vrai que c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, tu regardes depuis une quinzaine d'années, depuis 15 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué. La pub aujourd'hui est quelque chose de beaucoup plus fin. Enfin, pour ceux qui veulent faire des choses efficaces, on va dire. Et donc non, les débuts, je te dis, étaient pas les 2 premières années vraiment fallait se battre. Et puis il y avait un vrai problème de cash parce que donc Kevin et Clément avaient levé un petit peu d'argent. Je me souviens plus la somme. Tu vois, putain, qu'est-ce qu'on oublie tout ça. Mais ils avaient été suivis quasiment de manière presque amicale ou en tout cas morale par une boîte qui s'appelle LDLC, qui est devenue aujourd'hui un des très gros distributeurs. Et en fait, basé sur Lyon. Tout à fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est un énorme acteur du e-commerce. Bon, déjà à l'époque, ils commençaient déjà à être costauds. Eux, typiquement, c'est des vrais pionniers du web, Laurent et Olivier de la Clergerie.
Et eux ont rencontré un peu par hasard Kevin et Clément, et ont eu un petit coup de cœur. Donc ça, c'était juste avant que j'arrive, ont eu un petit coup de cœur pour Kevin et Clément, et leur ont donné, alors enfin non, ils leur ont pas donné, enfin ils ont financé Sens Critique, et donc ils étaient actionnaires de Gamecult. De GameCube. De Gamecult, ouais. Et mais bon, ils avaient mis du cash, mais à un moment c'était difficile parce que tu brûles du cash, la pub redécollait un peu, tu vois, on sortait un petit peu de la zone noire de l'effondrement d'Internet, mais il fallait vraiment se battre. Et c'est vrai que Kevin, typiquement Kevin et Clément se payaient quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils ont eu des années où c'était caché congelé et tout ça, ils ont connu. Ouais, ils ont vraiment, vraiment connu. Moi, j'avais un système qui faisait que moi, j'étais mieux rémunéré, donc j'avais moins ce problème. Mais bon, voilà, je reste un commercial, et un commercial, il faut des commissions, ça marche comme ça. Enfin bref. Et donc ouais, donc ça a été des années vraiment dures pour eux, mais quand même assez grisantes. Et puis ils étaient contents de voir que le chiffre d'affaires rentrait. Enfin, tu vois que on commençait à se dire. À ce moment-là, tu étais commercial simplement, directeur commercial, ou associé, cofondateur? Non, j'étais pas cofondateur parce que j'étais pas à l'origine, mais j'étais associé, et j'avais associé, ok. Et surtout, alors j'étais pas salarié en fait, pour rentrer vraiment dans les détails. Bon, je pense que c'est intéressant. J'étais pas salarié en fait. Moi, j'avais monté une structure, une régie pub. D'accord. Et donc, mais j'avais que eux comme client. Mais c'était un système qui était plus avantageux pour moi. Et puis j'avoue que plus indépendant. Ouais, puis je voulais être mon propre patron. Ça, c'est vrai que j'avais goûté au salariat et je m'y étais bien retrouvé, mais je me disais que maintenant je voulais faire un peu à ma manière. Et comme dirait Robert De Niro dans Casino, il y a la bonne manière, la mauvaise manière et la mienne. J'aime beaucoup cette phrase. Il le dit en anglais, c'est beaucoup plus chic que quand je le dis. Bref, donc voilà, donc moi j'avais ma structure, donc j'avais mes bureaux chez eux, etc. Mais financièrement, commercialement, j'étais un peu à part, et j'étais associé, ouais. Et ça a duré donc 2-3 ans, et on va dire qu'à partir de 2004-2005, ça commençait à aller mieux. Et de mémoire, parce que tout ça remontait en temps, je crois qu'on est devenu rentable à partir de 2005, en gros. Ok. À peu près. Donc la période de dos rond a duré quand même pas mal. Ouais. Oui, mais après, si tu veux, même 2004, on n'était peut-être pas rentable, mais on n'était pas loin du point mort. Enfin, ouais. Et puis tu sais, c'est toujours pareil. Je pense que quand on est entrepreneur, le plus important, c'est toujours d'avoir des perspectives, en fait. Le jour où tu n'as plus de perspective, une vision. Ouais, puis tu n'as plus de motivation. Si tu penses pas que demain ça va aller mieux, ou qu'il va y avoir qu'il y a des choses intéressantes pour l'avenir, c'est très très dur de se motiver, je pense. Et donc on avait ce truc-là, et donc à partir de 2005, ça va mieux. Alors après, ça n'a jamais été une machine à cash, Gamecult, puisqu'en plus Kevin et Clément réinvestissaient. Tout. Ouais, c'est-à-dire qu'ils embauchaient des rédacteurs, etc. Enfin, ils ont vraiment développé. Là, à ce moment-là, vous étiez combien dans l'équipe pour faire tourner de 2004-2005 Une dizaine, je pense. Ok. Je pense que quand je suis arrivé, il devait être 6-7, et je crois qu'ils ont dû monter, mais j'ai peur de te dire des bêtises, sincèrement, parce que c'était il y a longtemps, mais ils ont dû monter peut-être à 10-12. C'était assez simple. Il y avait Kevin qui gérait vraiment la technique. Pendant longtemps, il était tout seul. Les 2-3 dernières années, il avait embauché un développeur avec lui, enfin, pour qu'il puisse souffler, on va dire. Et après, sinon, c'était que l'équipe rédactionnelle avec. Et du coup, l'équipe rédactionnelle, c'est canapé, télé, carnet et jeux pour tester à fond. Ouais, ça bossait. Hein. Non, mais ça bossait, attention. Hein, c'était pas. Justement, Kevin et Clément avaient une vraie exigence. D'ailleurs, alors, c'est assez marrant de les voir. Moi, je les fréquente pas aujourd'hui, mais de voir tous les premiers rédacteurs critiques de Gamecult sont tous aujourd'hui assez connus. Je pense à Pouillot. Enfin, s'il y a des gamers qui nous écoutent, je pense à leur part, mais Pouillon, Trunks, pardon. Pois Chiche, enfin moi derrière ils avaient tous des pseudos incroyables, et ils ont tous eu des parcours super. Enfin c'est devenu un peu, ils se sont fait un vrai nom chez Gamecult, mais aussi parce que c'était des super bosseurs, et puis donc si tu veux, c'était une ambiance très sympa parce que tu restes dans le jeu vidéo, donc oui, il y avait des consoles partout, mais ça bossait vraiment. C'était pas un job en dilettante. Et puis il y avait une vraie. Puis je pense que Kevin et Clément avaient réussi à créer une vraie, une vraie culture, ouais, une vraie culture de boîte où vraiment
Je pense que tout c'était, enfin, surtout à partir de 2004-2005, quand le site a vraiment commencé à grossir, je pense que rentrer chez Gamecult, si tu voulais être journaliste ou critique jeux vidéo, c'était un peu un graal quand même. Il y avait, je pense, une vraie fierté. Donc, donc voilà. Ok. Et puis après, il y a aussi un truc qui s'est passé, c'est que la presse s'est vraiment effondrée, un petit peu comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, mais il faut savoir qu'avant les années 2000, il y avait beaucoup de titres jeux vidéo, des magazines jeux vidéo, comme évidemment il y avait Jeux vidéo magazine, il y avait, j'ai des trous de mémoire, qui étaient des références absolues à l'époque. Et c'est vrai que beaucoup de ces magazines ont périclité. Je crois qu'il en reste très très peu aujourd'hui. Bah oui, parce que tout s'est basculé sur Internet. Donc évidemment, jeuxvideo.com, le leader, Gamecult. Entre-temps, il y a Gameblog qui est arrivé. Il y avait, il y a eu pas mal de sites de jeux vidéo qui sont créés. Et donc, il y avait aussi, c'est vraiment un secteur qui a explosé, les investissements publicitaires aussi. Enfin, tout était à l'avenant. Et c'est vrai que les années 2005-2006, ça a été vraiment... ça a été des belles années, quoi. On était contents, tu vois, on en avait un peu chié et on se disait on l'avait pas fait pour rien. Et puis c'est un univers passionnant, voilà, les guerres de consoles, etc. C'était assez grisant tout ça. Et par exemple, donc tu peux nous partager quelques chiffres 2005-2006, c'est quoi en termes d'audience, en termes de... Ah là là, je vais essayer. Écoute, je suis désolé, mais on devait être à... C'est trop loin. Non, mais on devait faire entre 1 million et 1,5 million de visiteurs uniques, Gamecult en gros. Chaque mois ouais, chaque mois. Ça, c'est un peu tu sais, pour juger de l'audience d'un site internet, c'est le paramètre. Quand jeuxvideo.com, tu vois, faisait beaucoup plus d'audience, hein, faisait peut-être 5 millions de jeux vidéo, de visiteurs uniques par mois. Ouais. Voilà, et puis pour parler d'un chiffre d'affaires, on devait faire un chiffre d'affaires qui tournait autour de 1 million d'euros, truc comme ça. Ok. Mais alors après, te dire les années exactes, là c'est à peu près la période avant qu'on ait vendu, avant qu'on vende Gamecult, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc parfaite transition. Comment se passe cette vente? Pourquoi? Comment? Qui approche qui? Alors ce qui est assez, alors en vrai, on n'a jamais spécialement cherché à vendre Gamecult. C'est juste un jour un mail que Kevin a reçu d'une banque d'affaires. Coucou, voilà, on est mandaté par merde, c'était CNET, qui était la maison mère du site américain GameSpot, qui était la référence, alors qu'il est peut-être aujourd'hui, je t'avoue que j'ai un peu lâché, mais qui était la référence des sites américains. Et ça, je vais essayer de pas dire de bêtises, mais on reçoit un mail en septembre disant coucou, nanana, est-ce que vous avez envie de discuter? Et là, à cette époque, Kevin me disait, parce que Kevin a toujours été beaucoup plus visionnaire que moi. Moi, je suis d'un naturel très optimiste. Il me disait, j'ai l'impression qu'on touche un plafond de verre et je pense pas qu'on pourra faire beaucoup, beaucoup plus de croissance. On touche quand même une audience limitée parce qu'on est moins grand public, jeuxvideo.com, etc. Et lui, il se disait, bon après c'est un vrai angoissé aussi, mais il se disait, voilà, il se disait, ça va récolter là. Ouais, ça va pas durer, etc. Mais bon, à côté de ça, tu vois, on n'avait pas entrepris des marchés. Bref, on reçoit ce mail-là, on répond, bah oui, why not, pourquoi pas, on est ouvert. Et là, alors c'est vrai que maintenant ça me revient, c'est que c'est marrant en fait de reparler de tout ça, les choses me reviennent. Et là, donc il y a eu 2-3 échanges et puis silence radio pendant quelques mois, plus rien. Et ensuite, nouveau mail en février, je crois que c'est en février, j'espère que je dis pas de bêtises, février 2007, où là on reçoit un nouveau mail de cette banque d'affaires. Bonjour, nanana, l'équipe de CNET France est à Paris la semaine prochaine, est-ce que vous êtes dispo pour un rendez-vous? Et donc oui, on est dispo, donc voilà, rendez-vous, je sais pas, on fait un premier rendez-vous le lundi, donc là c'est l'équipe américaine qui arrive, qui était en charge des acquisitions du groupe CNET, et qui faisait le tour du monde comme ça, qui allait de pays en pays pour faire un peu son marché. Bah, eux, ils avaient comme enjeu en fait de se lancer en France. Et en arrivant en France, bah, il y avait jeuxvideo.com ou Gamecult, et ils se disaient voilà, soit on crée un site, mais bon, ça va prendre des années, soit on en rachète un. Jeuxvideo.com était pour le coup pas du tout à vendre, puisqu'il venait d'être acheté à l'époque par leur régie, qui s'appelait Emedia, qui était une grosse régie pub. C'était avant qu'il soit racheté par Webedia.
Et donc, en gros, de ce que je comprends, il y avait que Gamecult à acheter. Et bref, donc premier rendez-vous le lundi, deuxième rendez-vous le mardi, où là, on parle un petit peu plus business. Je me gourre peut-être sur les chiffres, mais c'est quelques jours. Et je sais pas, en une semaine, quoi. Ouais, mercredi, proposition, discussion, échange, avocat, et le vendredi, c'était signé. Champagne. Ouais, et avec en plus, en vrai, on a vraiment eu du bol. Enfin, on a eu du bol, on a eu c'était une époque encore où les boîtes pouvaient surpayer, sincèrement. Enfin, en tout cas, payer. C'était sur le haut un petit peu de cette nouvelle période entre intercrises. Ouais, alors, parce que le subprime, tout ça, c'est quelques mois après. Ouais, mais les subprimes, on en a, je pense, récolté les effets plutôt 2009-2010, je dirais. Oui. Donc, tu vois, il y a toujours un petit effet de latence, enfin mais comme c'est une boîte américaine, tu vois, elle aurait pu. Ouais, mais tu sais, c'était début 2007, donc on n'y était pas du tout. Hein. Pour le coup, début 2007, croissance à balle, les cours de bourse étaient remontés. Enfin, il n'y avait pas de. Et donc voilà, et donc on signe le vendredi, et c'était une proposition qu'on pouvait pas refuser. Vraiment, c'était exceptionnel par rapport à ce qu'on. Et d'ailleurs, le chiffre a été rendu public, donc je peux le donner. Donc ça a été, ça a été racheté 8 millions d'euros. Okay. Ce qui était énorme parce que, tu vois, on faisait 100 000 euros de résultats. Donc, c'était fou, en fait. Mais bon, après, il y avait aussi comment dire, il y a une expression de Marc Simoncini, qui est un très grand entrepreneur que j'adore, à l'époque où il avait vendu une boîte extrêmement chère à Vivendi, alors qu'il faisait pas de chiffre d'affaires. Il avait vendu 1 milliard de francs à l'époque. Il avait vendu une boîte qui s'appelait e-France. Et on lui disait, mais c'est quand même pas possible, etc. C'était avant Mythique, ça. Ouais, c'était bien avant Mythique. C'est là où il a pris et quand on lui en parlait, il disait, il prenait un briquet, il disait, regarde, ce briquet, il vaut rien, il vaut 1 euro. Ça vaut rien du tout. Mais il dit, par contre, si t'es perdu au fin fond de l'Amazonie et que t'as froid et que t'as chaud et que t'as rien, t'as pas de quoi bouffer, il vaut combien mon briquet? Et Gamecult, sans faire des comparatifs excessifs, mais c'était un petit peu ça. Ils avaient vraiment besoin d'être là. Nous, on n'était pas super vendeurs non plus. C'était leur porte d'entrée pour la France, pour lancer toute leur stratégie et leur présence. Okay. Exactement. Et donc voilà, donc on a été racheté. Bravo. Alors ce qui s'est passé après, moi j'ai quitté l'aventure puisqu'en fait, en étant racheté par CNET, donc CNET avait une structure en France, donc ils ont récupéré Kevin et Clément. Ils avaient une structure commerciale déjà. Et donc ils n'avaient pas besoin de moi, donc ce qui m'allait bien aussi, parce que voilà. Et Kevin et Clément, donc eux, se sont retrouvés là-bas chez CNET. Et tu peux nous dire peut-être ils s'étaient engagés à une petite période de transition ou ils sont encore là-bas? Non. Non, tu vas voir. Tu les as retrouvés. Tu les as retrouvés. Ouais, ce qui s'est passé, ils sont partis là-bas. Moi, je leur ai dit, attendez, je les connaissais. Je dis, les mecs, mais jamais vous allez rester plus de 6 mois là-bas, c'est pas possible. Ils disaient, mais non, tu vas voir, c'est super et tout. Et moi, je les connaissais, je dis, on sort pas. Et effectivement, ils sont restés 4-5 mois, je crois, peut-être 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils sont partis. Parce que, voilà. Comme tu l'avais dit. Bah oui. Ouais, mais c'était assez. Un entrepreneur, un indépendant, c'est ça. Ouais, et puis tout était. Voilà, pour le coup, c'est des choses que je peux pas raconter parce que c'est un peu off, mais en tout cas, c'était pas fait pour eux. C'était pas leur. Voilà, ils étaient pas faits pour ça. Et toi, pendant ce temps, du coup, tu te mets un petit peu en off, tu dis, ok, je souffle un peu ou bon, il y a. Ouais, j'avais une petite activité à côté qui m'occupait un petit peu comme ça, mais non, moi je réfléchissais surtout au coup d'après. J'étais tout de suite en train de me dire. Qu'est-ce qu'on va faire après? Et puis tu sais, c'était l'époque de MySpace et que moi je trouvais d'ailleurs un petit peu, enfin j'avais pas trop envie de m'inscrire dessus. Je trouvais que c'était un peu trop geek pour moi déjà. Et puis on commençait à parler de Facebook, etc. Et bref, tu avais les réseaux sociaux qui devenaient un espèce de truc qui allait être dingue. Et c'est vrai que quand je regardais ce qu'on faisait avec jeux vidéo avec Gamecult, nous on avait vraiment une rédaction, c'était un média à l'ancienne entre guillemets, voilà. Mais en revanche on voyait aussi tous les commentaires, on voyait les forums, comment c'était actif, et bref, et donc je me disais putain en fait il faut monter un site où chacun puisse donner son avis, le partager avec ses potes. Alors je pensais que jeux vidéo à l'époque parce que j'étais très jeux vidéo, et me dire voilà, c'est les utilisateurs qui vont noter, plus de rédaction, etc. Et bref, j'ai ce truc en tête. Et voilà, mais je me dis bon, je peux pas le faire tout seul. Et puis j'avais adoré bosser avec Kevin et Clément.
Et donc, bon, on avait gardé un peu le contact. Et un soir, je dis, bah, tiens, il faut que je vous parle d'un truc, machin. Donc, on dîne tous les trois. Et donc, déjà, il commence par me dire, ouais, bah, ça y est, on se barre. Donc, je dis, bah, je vous l'avais dit, etc., machin. Et Là, tu dis yes, ouais, je bah, retrouve ouais. mon duo. Exactement. Et je leur dis, et putain, il faut que je vous parle d'un truc. J'ai eu une idée. C'est la première fois de ma vie que j'avais une idée, hein, pour l'anecdote. Et donc, je leur explique, je dis, putain, voilà, il faudrait monter une espèce de réseau social où les gens, machin. Et les deux se regardent et ils éclatent de rire. Et ils me disent, bah putain, ils me disent, on a eu exactement la même idée. Donc, c'était très marrant parce que sans qu'on se soit parlé, ils avaient vraiment eu ce truc de machin. Et donc, Le là, même je dis, feeling. ouais, donc exactement. Enfin, la même. Voilà, alors au début, on se dit jeux vidéo, puis on se dit, non, mais en fait, on est con parce que même entre nous, on parlait tout le temps de séries, de films et tout. Donc, on se dit, en fait, faut faire ça pour toute la culture. Et voilà, et donc on commence à y réfléchir, on commence voilà, donc on se revoit, mais bon, on n'était pas très pressés, pour être honnête. Tu vois, on discute comme ça. Bon, on discute ça prend plusieurs mois, on se voit, on machin. Et après, il y a un facteur qui est très important dans l'histoire, c'est que donc Kevin et Clément, qui étaient quand même les actionnaires principaux de Gamekult, eux avaient touché pas mal d'argent à titre perso, suffisamment, et puis bon, ils en avaient chié pendant des années, donc suffisamment pour pas être pressé. Tu vois ce que je veux dire, voilà, puis je pense qu'ils avaient envie de souffler et de se faire un peu plaisir. Et moi, c'était pas pareil. Donc moi, j'avais touché de l'argent, mais au-delà même de machin, moi, j'avais envie Et c'est vrai que les débuts étaient un peu chiants parce que moi, j'étais très très moteur, mais Kevin et Clément un peu moins. Et bref, donc ça a duré quand même. Tu vois, on a discuté comme ça a duré quasiment un an facile. Et puis moi, entre-temps, j'ai hésité à faire autre chose. Kevin aussi. Enfin, tu vois, ça a mis du temps quand même vraiment à se réordonner, se réaligner pour que tous les trois vous dites OK. Exactement. Et ouais. Et après. Et qu'est-ce qui a fait à un moment le go à 3 du coup? Je me souviens plus. Je sais pas. Je crois que ça s'est fait. Il n'y a pas eu un avant après. Je pense qu'à un moment on s'y est mis un peu plus. Qui parle en premier de Sens Critique, ce nom? Alors ça, c'est arrivé bien après. On galérait beaucoup pour le nom, et c'est la femme de Kevin qui nous a proposé le nom, pour l'anecdote. Mais c'est arrivé bien après. Hein. C'est arrivé au bout d'un certain temps. Et puis on avait un problème. Mais à l'époque, sincèrement, on était un peu cons. On était très très secret. C'est-à-dire qu'on voulait parler. On a l'impression qu'on avait trouvé l'idée du siècle. Et un truc qu'on n'avait pas compris et que j'ai compris depuis, c'est qu'en soi une idée, ça vaut rien. Tout est dans la mise en œuvre. C'est toute l'action qui vient. Exactement. L'idée, tu vois, une idée, tout le monde peut avoir des idées formidables. D'ailleurs, plein de gens ont des idées extraordinaires. Et toutes les idées existent déjà. Voilà. Donc, de toute façon, c'était un peu con, mais ça nous limitait parce qu'on commençait à vouloir peut-être recruter une personne, on voulait discuter. Mais en fait, comme on ne pouvait pas parler de notre projet, c'était vraiment totalement débile. Et donc voilà. Et non, et je dirais que le vrai go, ça a été. Attends, excuse-moi, parce que j'ai vraiment peur de me tromper dans les dates. Mais le vrai go, je crois que c'était fin 2008, donc un peu plus d'un an après, où là, donc on avait l'argent qu'on avait gagné, donc on a mis un petit peu d'argent pour embaucher un premier développeur en fait, qui s'appelle toujours Damien. Damien, si tu nous écoutes, et qui est la première personne qui a écrit les premières lignes de code avec Kevin, parce que Kevin, lui, il voulait plus coder à mort comme il l'avait fait. C'était fini, il avait passé 10 ans. C'était fini, il avait passé ça. Exactement. Ouais. Et il voulait pas se refaire des journées de 18 heures derrière son écran. Donc c'est pour ça qu'on a embauché quelqu'un. Et l'expérience utilisateur, est-ce que vous l'aviez déjà un petit peu l'idée, c'était de proposer tout ce qui sortait et que les utilisateurs, l'audience, les visiteurs notent, ou est-ce que c'était la communauté, les visiteurs peuvent soumettre une idée avec tout de suite un avis et noter et voir ce que ça fait? Écoute, non, dès le départ, on voulait être exhaustif sur tous les produits culturels, donc films, séries, livres, jeux vidéo, BD, musique. Donc l'idée, c'est de récupérer des bases de données produits de manière à ce que quand tu cherches une œuvre sur Sens Critique, tu puisses la trouver quoi qu'il arrive. Et si jamais on ne l'avait pas, parce que c'est quand même des univers qui sont très riches, le site dès le départ était en wiki, il est toujours. Donc tu peux toi-même en tant qu'utilisateur créer l'affiche d'un film ou d'un livre qui n'existerait pas. Et après, c'est validé par on a
On a une équipe pour ça. Enfin, à l'époque, c'était pas trop validé, c'était un peu à l'arrache. Mais donc, tu pouvais créer comme ça des œuvres. Mais il y a eu beaucoup de réflexions au début. Enfin, tu parlais de l'expérience. Le premier Sens Critique, le tout premier, on avait fait quelque chose d'assez, de très riche, de très complexe. Trop complexe même. Trop complexe. Beaucoup trop complexe, ouais. Par exemple, quand tu notais un film, tu pouvais dire si tu l'avais vu au cinéma, si tu avais le DVD, si tu l'avais vu sur ta télé, etc. Enfin, et ça aussi, c'est un peu une erreur, je pense, qu'on a tendance à commettre. C'est que pour être sûr de contenter tout le monde, tu dis il faut que je propose tout, tu sais. Trop de features. Voilà. Comme ça, tu dis ah bah ouais. Et puis après, j'adresse tout le monde. Exactement. Toutes les cibles, tous les avatars. Ce qui est, je pense, une bêtise. Enfin, une erreur en tout cas, parce que on avait aussi un défaut parce que donc on est parti, on a lancé le site en alpha, donc genre avec vraiment juste quelques potes, une centaine de personnes. Après, on a une longue période de bêta qui était hyper intéressante, qui a duré longtemps. Si tu veux, j'en reparlerai tout à l'heure parce que ça c'était assez intéressant. Mais bref, on écoutait énormément nos users, mais trop. C'est-à-dire qu'on recevait un feedback de quelqu'un qui disait, je sais pas, ah tiens, faudrait qu'il y ait telle feature, limite, stop, on arrête tout, boum, on fait la feature. Ce qui était une vraie erreur parce qu'au début, on a créé un outil qui était trop complexe. Et puis c'est con, mais on écoutait trop nos utilisateurs. Alors, attention, hein, c'est fondamental d'écouter ses users. C'est la base de tout. Mais on doit digérer. Il faut digérer, il faut laisser reposer. Et puis, il faut faire ils appellent ça des batchs de mise à jour. Tu regroupes certaines... Et en fait, tu te fais ta bibliothèque de retours clients, mais tu peux pas tout faire non, parce que heure par heure, jour par jour. Non, puis ça s'analyse. C'est-à-dire que tu sais aussi, pareil, dans les maximes à la con que j'aime bien, tu as toujours cette phrase de Ford, le créateur, l'inventeur des voitures, qui disait, Henry Ford, qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux qui allaient plus vite. Et oui. Et je pense que les bons entrepreneurs, dont je fais pas totalement partie, je pense, sont capables d'interpréter en fait les besoins des gens. C'est-à-dire que coller aux besoins des gens, je pense, c'est une erreur. Et c'est essentiel d'avoir une vraie vision et de comprendre les besoins. Pareil, tu vois, dans les trucs à la con, c'est comme les vendeurs de bougies au début du siècle qui pensaient que leur métier était de fabriquer des bougies alors que leur métier c'était de faire de la lumière. Tu vois, enfin bon, là, je vous sors vraiment des tartes à la crème, mais c'est toujours comment est-ce que tu arrives à analyser les besoins plus que de répondre strictement à des besoins. Et donc voilà, mais après, ça a été une période qui a été assez... donc cette période de bêta, donc qui a démarré, je sais plus, en 2010, je crois, ça a été une période assez dingue parce que, justement, on avait énormément d'utilisateurs qui nous faisaient de feedback. Et c'était assez super parce que on a créé au début un noyau dur d'utilisateurs qui étaient hyper impliqués dans le site. Alors c'était un taf de malade. Hein. Ça c'est riche d'avoir tout de suite ces ambassadeurs, ces personnes qui prennent du temps pour vous faire un retour. Ouais, mais parce que le produit, important. Tu vois, on n'a pas tout réussi dans l'histoire de Sens Critique, loin de là. Mais il y a un truc qu'on a bien réussi, c'était ce lancement bêta, sur lequel je voulais revenir. Je trouve que d'un point de vue entrepreneur, c'est assez intéressant. C'est que, en fait, quand tu crées un réseau social, et j'en ai vu beaucoup se créer depuis 10 ans, beaucoup de réseaux sociaux font la même erreur de ne pas créer un noyau dur d'utilisateurs au début. Et quand tu crées pas, et comme un réseau social ne vit que par ses utilisateurs, tu vois, c'est pas comme un média qui va produire du contenu, etc. Si tu n'as pas d'utilisateurs, tu as une coquille vide. Nous, c'est ce qu'on appelait à l'époque le syndrome de la boîte de nuit vide. C'est-à-dire que si tu vas dans une boîte de nuit avec la meilleure lumière, les meilleurs DJ, la meilleure déco, tout ce que tu veux, quand tu rentres, elle est vide, tu t'en vas. Et d'ailleurs, tout le monde veut aller dans les boîtes là où il y a la queue pour rentrer en boîte. Si je caricature, hein, évidemment. Ou même, tu vois, quand tu as un bar vide et un bar plein, tout le monde veut aller dans le bar qui est plein. Ce qui est absurde, hein, on est serré, on est mal installé, on met une demi-heure à choper sa bière. Mais c'est comme ça, c'est le principe même, justement, quand tu veux créer du lien social. Et on a eu, Clément, en l'occurrence, parce que c'est Clément qui a vraiment géré, qui a piloté ce lancement, qui a eu une bonne idée alors Clément, déjà, comme c'est le rédacteur en chef de Gamecult, il était un petit peu influent, il avait quelques milliers de followers sur Twitter, et donc il a commencé à teaser, et puis on avait quelques fans de Gamecult qui suivaient justement Clément pour savoir ce qu'il allait faire après.
Et donc, on a commencé un peu à teaser sur nouveaux projets, Sens Critique, machin. Tu vois, on était un peu, on teasait un peu. Et quand on a ouvert le site, enfin la première version bêta, on a proposé de faire gagner 100 places pour tester la bêta, pas une de plus. Et pour tester la bêta, fallait se connecter, je sais plus quel jour, à 18h. Et à 18h, on donnerait un code. Et c'est les 100 premiers qui utiliseraient ce code qui auraient accès à la bêta. Alors, Ça a cartonné. Et il faut savoir qu'on avait déjà des alpha-testeurs avant, donc on avait, tu vois, le site tournait un tout petit peu, il y avait déjà quelques avis, etc. Et là, j'avoue que c'est peut-être ouais, c'est peut-être, je pense, le meilleur moment, je pense, de toute mon aventure Sens Critique. C'est quand, je sais pas, 20 secondes, les 100 codes étaient partis. Mais je dis vraiment 20 secondes, tout de suite. Et on a réussi à créer alors un modeste buzz à l'époque. On a été top tweet pendant quelques jours. Genre tout le monde, j'exagère, pas tout le monde, hein, attention, on n'a pas lancé une fusée sur la Lune, hein, mais disons qu'il y avait une petite truc de putain, merde, qui est-ce qui a eu la chance de bêter ouais, les gens avaient loupé un truc. Code. Exactement. Et ça, c'était formidable parce qu'on a réussi à créer tout de suite un vrai attachement à la marque, une envie, tu vois, comme je disais, c'est difficile de rentrer dans la boîte, donc tu as envie d'y rentrer. Enfin, on a réussi à créer ce truc. Et après, dans les semaines et les mois qu'on suivit, on a lâché des invites comme ça. Donc la fois d'après, on en a lâché 200, ensuite 1000, ensuite chaque utilisateur avait le droit d'inviter X personnes. Donc on a fait monter comme ça une communauté. Donc site était fermé. Ouais, le site était fermé. Tu vois, tu pouvais vraiment pas y accéder jusqu'à arriver, je crois de mémoire, à je sais plus si c'était 5000 ou 10 000 utilisateurs. D'ailleurs, avec le recul, parce que tu vois, ça a duré de mars à décembre, c'était un peu trop long. On aurait dû la raccourcir parce qu'à la fin, les gens, d'ailleurs, on se faisait un peu troller. Genre, c'est bon, quoi. Et ça va, allez, la bêta de SC, c'est bon, quoi. Enfin, arrêtez de. Mais bon, c'était de bonne guerre, parce que c'est vrai qu'on avait un peu tiré on sait qu'il y a de l'attente, mais c'est bon, là. Exactement. Donc, tu vois, d'ailleurs, tu vois, le soufflet, faut bien le gérer. Donc, avec le recul, on l'avait fait un peu plus court. Il faut gérer l'équilibre, ouais. Et donc, la chance qu'on a eue, c'est que donc, quand on a complètement ouvert Sens Critique, il y avait déjà plusieurs milliers d'utilisateurs qui l'utilisaient. Donc, t'arrivais, il y avait des critiques, il y avait des notes. Tu vois, t'arrivais dans un endroit où il y avait de l'activité. Donc, tous les nouveaux utilisateurs qui ne nous connaissaient pas forcément après, qui sont arrivés, tout de suite, il y a eu on a vraiment, pour le coup, on a vraiment bien réussi ce lancement. Et derrière, on a eu une croissance organique qui était vraiment importante. Alors là, pour le coup, j'ai plus les chiffres en tête, mais rapidement, on est arrivé, on avait, je pense qu'au bout de 2 ans, on devait avoir peut-être 100 ou 150 000 utilisateurs, un truc comme ça, jusqu'à l'été 2012. Que l'été 2012, il y a eu un fait assez important, mais à la rigueur, j'y reviendrai juste après, parce qu'il y a un autre point qui est assez intéressant dans ce truc-là, c'est donc au départ, si on voulait faire donc 6 univers, film, livre, série, jeux vidéo, BD, musique. Oui. Mais en fait, lancer la musique, c'était très compliqué parce que une base de données de films, tu vois, typiquement, on va dire qu'il y a à peu près 180 000 films qui existent, tu vois, dans le monde, on va dire. Si tu retires Bollywood et un certain type de cinéma, tu as X milliers de jeux vidéo, etc. La musique, c'est 20 millions d'items. Et en plus, tu as les morceaux, les albums, c'était hyper compliqué. Donc, on a lancé Sens Critique. Les singles, ouais. C'est un enfer. Et donc, les au début. Featuring, les. Voilà. Ah ouais, c'est un enfer, hein, vraiment. Et puis même en termes du X et tout, c'était un casse-tête. Et donc, on a grisé la musique en disant, on lancera la musique plus tard. Et tout le monde, on veut la musique, lancer la musique et tout, machin, nanana. Donc, on a mis quand même 1 an à sortir la rubrique musique. Donc, on l'a sorti fin 2011, je me souviens. Je venais de rencontrer ma femme. Ma femme avec qui je me suis marié depuis. Et non, mais je bossais beaucoup à cette époque, c'était fou. Et, pardon. Et bref, et genre, quand on lance la musique, franchement, pareil, on avait l'impression que c'était quasiment un deuxième lancement Sens Critique, que ça allait être complètement dingue. Parce qu'on recevait des milliers de messages. Et on lance la musique et rien. Ouais, allez, pendant 3 jours, tu vois, on a un pic d'activité. Et puis en fait, au bout de quelques jours, les gens en fait n'ont pas spécialement utilisé. Enfin, une fois qu'ils avaient fait leur top 10 de leurs albums préférés ou quoi. Ouais, après c'était fait quoi. Ouais, et les gens l'utilisaient pas beaucoup en fait, et on se demandait pourquoi et tout. Et puis en fait, on s'est rendu compte que nous-mêmes, donc là je te parle, tu vois, après plusieurs mois, nous-mêmes la musique on l'utilisait plus, mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque tu avais Spotify et qu'au final le service qu'on rendait, c'est-à-dire te faire, la promesse de Sens Critique, c'est de faire un peu ta bibliothèque virtuelle de tout ce que tu as regardé, lu, machin.
mais en fait, tu l'as directement avec Spotify. Et donc, bah, tout de suite, ça avait moins de sens. Et donc voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la musique est pas un univers qui est pas qui est pas un gros univers, qui est pas un gros univers chez nous. Et donc voilà. Donc tu vois, pour l'anecdote, une fois de plus, c'est pas parce Donc que tout le monde te réclame un Ouais, truc. pour vous, c'était une énorme montagne. Et tout le monde, tous les utilisateurs pensaient en avoir vraiment besoin. Et puis en fait, voilà, non. c'était vraiment pas ça le principal. Non, pas du tout. Et je voulais revenir aussi sur... là, cette fois-ci, vous êtes tous les 3 cofondateurs. Ouais. Est-ce que vous êtes tous les 3 à part Oui, à part égale ? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Très simple, autour de la table, pack d'associés, et puis c'est parti. Non, même pas. Non, on n'a jamais été... Non, c'est un peu notre défaut, d'ailleurs, tous les 3, on n'a jamais été... sur tous ces aspects on va dire de finance, de choses comme ça, on n'a jamais été très... Enfin, bon, c'est pas notre truc, en fait. Ça nous intéresse pas. Donc, bref, non, au début, on n'avait pas fait de pack d'actionnaires. Et c'est vrai qu'après, j'en parlerai peut-être après, mais par la suite, on a eu des discussions avec des gens, etc. Et les gens étaient assez hallucinés. Mais après, je pense qu'il y avait une... Mais c'est parce que vous aviez une solide expérience, une solide première expérience déjà. Ouais, puis surtout, je pense qu'on avait un lien tous les... Tu vois, typiquement, je peux pas dire que Kevin et Clément sont mes meilleurs amis. Tu vois, ce sont pas des amis au sens, tu vois, j'ai mes 5 meilleurs amis dans la vie, etc. En revanche, je sais pas pourquoi, il y a toujours une confiance entre nous qui était naturelle. Parce que je pense, en toute humilité, je vais surtout le dire pour les autres, on va dire, ce sont des gens plutôt droits et honnête, donc, ouais, réglo, quoi. C'est plus qu'honnête, ouais. Ça se sent, c'est plus une histoire de parole donnée et même si parfois, parce qu'on s'est frité, ce qui est normal avec les associés, on se frite toujours. On a eu des moments difficiles, mais et tu vois, même aujourd'hui, j'y reviendrai. Kevin et Clément sont plus dans l'aventure Sens Critique, mais on est toujours très, on se revoit, on est toujours très content de se revoir, on parle boulot, etc. Mais il y a jamais eu on a eu des points d'achoppement, mais en tout cas, il y a jamais eu de problème de confiance. Donc, si tu veux, mais c'est une erreur. C'est-à-dire, je reviens quand même sur ce que je dis. Et si des gens nous écoutent, si vous associez avec des gens, il faut toujours faire des pactes. C'est très important. C'est justement la garantie, parce que dans 99% des cas, s'il n'y en a pas, ça se passe mal. Et c'est quand même toujours la garantie de prévoir les éventuels problèmes, sujets. C'est comme dans la vie perso, avec un mariage, faut toujours prévoir le divorce, en fait, et ça se passera dans tous les cas beaucoup mieux grâce Exactement. à ça. Tout à fait. Et du coup, est-ce que donc il y a une période charnière où tu dis qu'aujourd'hui ils sont plus là? Alors en fait, il y a eu dans l'aventure. Ouais, il y a eu 2 périodes en fait. Il y a eu 2012 en fait, parce que mi-2012, le site montait. Tu vois, on avait une belle croissance de membres, mais l'audience ça montait pas beaucoup, ça décollait pas très bien. Et alors, ce qui est important de savoir pour la suite de l'histoire, c'est que régulièrement en fait, on remettait de l'argent, notre argent dedans. Et à chaque fois, on disait, tiens, on fait une embauche, on remet. On faisait 0 € de chiffre d'affaires, donc on mettait vraiment notre argent dedans parce qu'on y croyait beaucoup. Et voilà, et 2012, il y a eu une très grosse refonte technique. Je te passe les détails, mais notamment, ça nous a permis d'être beaucoup mieux référencés. Et là, à partir de 2012, le site a commencé à monter en termes de croissance d'audience de manière beaucoup plus importante. Puis bon, on avait une équipe on devait avoir 4-5 salariés à l'époque, de dev, UX, etc. Donc on commençait quand même à dépenser pas mal d'argent. Donc là, ça a commencé à monter, voilà, 2013, 2014. Là, vous vous rémunérez pas, du coup? Bah non, on fait 0 € de chiffre d'affaires, vraiment jusqu'en... Et donc, Alors, ça va être... Toi, tu continues un petit peu l'activité ouais, régie? Tout à fait, qui me permet de... T'as quelques clients j'ai un client, en fait, non, mais rapidement, parce que c'est moins intéressant. En fait, je me suis associé à la création d'une régie qui est dans le jeu vidéo, une régie qui existe toujours, qui s'appelle Jeux Culture G, qui bosse pour des sites de jeux vidéo, de cinéma, de sites entertainment, etc. Et donc voilà, donc je suis devenu associé, mais associé non opérationnel, voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, j'ai un rôle de conseil, etc., qui me permettait d'avoir une rémunération à côté. Et bref, non, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2014, donc là, 2014-2015, c'est le gros moment charnière de Sens Critique. 2014, donc là, on commence à se dire, donc à la fois Kevin, Clément et moi, on commence à plus avoir trop d'argent, et qu'à un moment, c'est bien de mettre de l'argent, mais mine de rien, on a mis quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'à force, tu vois, d'en mettre régulièrement, puis comme tu as compris, on n'est pas des grands gestionnaires, on marche un peu à l'instinct, ce qui n'est pas toujours bien. Au bout d'un moment, on avait quand même mis vraiment beaucoup d'argent. Et donc là, on s'est dit, OK, il va vraiment commencer à falloir faire du chiffre d'affaires.
Mais moi, si tu veux, je voulais attendre parce que je voulais pas arriver sur ce marché en étant petit. Faut savoir que quand on veut vendre de la pub dans l'entertainment, tout est trusté surtout à l'époque, par deux gros acteurs qui étaient Allociné et Jeuxvideo.com. Et que donc, tu as en face de toi des monstres, vraiment des monstres. Voilà, Allociné, c'est la moitié de la population française qui va dessus tous les mois. Enfin voilà, Jeuxvideo.com, n'importe qui s'intéresse aux jeux vidéo, même les lecteurs de Gamecult, ils vont aussi sur Jeuxvideo.com. Enfin bref. Et donc je me disais, faut qu'on arrive costaud en audience, ou en tout cas avec un minimum d'audience. Et deux, faut qu'on ait une proposition différente de plus. C'est-à-dire que si on va vendre la même chose que les autres, qui sont 10 fois plus gros que nous, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Faut se différencier. Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'on allait faire. Donc 2014, on a commencé à travailler le modèle. Moi, j'ai commencé à contacter les premiers distributeurs de films, les éditeurs de jeux. J'ai aussi essayé, et ça c'est très important, je pense aussi, j'ai essayé aussi de comprendre un peu leurs besoins. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait beaucoup de rendez-vous où j'arrivais, et c'est marrant, les mecs me disaient, mais en fait, je comprends pas, t'as quoi à me vendre? Et je lui dis, là aujourd'hui, j'ai rien à te vendre. Par contre, je veux comprendre tes besoins. Mais vas-y, parle. Voilà, j'ai besoin que tu me nourrisses, j'ai besoin de comprendre tes enjeux. Et à la fin, t'inquiète pas, je te promets que j'aurai des choses à te vendre. Après, t'inquiète, je vais te vendre le truc. Voilà. Et donc, et en fait, c'est grâce à ces discussions qu'on a pu échafauder le business model de SC, qui est toujours le même, en tout cas avec les distributeurs de films et les diffuseurs de séries, parce qu'au final, on bosse beaucoup moins avec le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo n'est pas une grosse rubrique chez nous. On a compris en fait que Sens Critique, c'est un site de bouche à oreille. Donc, c'est un site sur lequel les gens vont donner leur avis et le partager avec les autres. Et là, on s'est dit, OK, notre métier, c'est quoi? Ça va être d'encourager ce bouche à oreille. Tout simplement, en fait, un petit peu ce que font les autres réseaux sociaux, Facebook ou même Insta, c'est-à-dire que c'est grâce à l'activité de tes utilisateurs que tu vas amplifier sur certains produits, que tu vas ensuite donner une visibilité qui est organique. C'est-à-dire que c'est grâce aux actions de tes utilisateurs, en fait, qui vont devenir les ambassadeurs de ces produits. Ce qui nous obligeait et ce qui nous oblige toujours, et ça c'est un petit peu un luxe, c'est de travailler que sur des bons films ou des bonnes séries. Parce que notre métier, c'est d'encourager le bouche-oreille. Donc si au départ le bouche-oreille n'est pas bon, ça sert à rien. Et moi, ça m'arrive de dire à des clients qui viennent me dire, tiens, je voudrais faire un truc sur tes films. Je leur dis, écoute, les premiers retours qu'on a sont pas très bons. Sincèrement, vaut mieux que tu ailles ailleurs, faire de la pub classique ou sur d'autres médias qui sont plus en affinité. Mais chez nous, ce serait con d'amplifier des avis négatifs. Et c'est vrai que d'ailleurs que ça a créé un vrai rapport de confiance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de hyper bien s'entendre avec tous nos partenaires parce que ils savent qu'on les bullshit pas en gros. Et puis ce qu'on fait est visible très concrètement sur le site. Enfin bref, pour revenir à ce que je disais, donc 2014, on commence à échafauder, on commence à faire les premiers modèles. Et mais bon, ça commençait à devenir tendu parce qu'on se disait là quand même, on dépense beaucoup d'argent, ça va être chaud. Et là, il se passe quelque chose. Alors pardon, peut-être, excuse-moi, une autre parenthèse. Là, je suis obligé de refaire le fil. 2012-2013, j'ai oublié de te dire, on a commencé à être approché par des fonds d'investissement. Donc, okay. Et on n'était pas très préparé à ça. Mais bon, c'était des fonds qui étaient plutôt sympas. On a pas mal discuté avec eux, mais ça s'est pas fait parce que ils croyaient pas au modèle publicitaire. Enfin voilà, et ça nous a un peu excité. Puis après, tu sais, t'as un peu le soufflet qui retombe, où tu dis, non, tu vas pas lever d'argent et tout. Bon, bref, donc ça a été pas un petit coup dur, mais déjà, tu vois, c'est un petit caillou dans la chaussure. Tu vois, qu'ils disent merde. Une petite friction là. Ouais, parce que tout le monde lève de l'argent, nous on n'y arrive pas alors qu'on a quand même des bons chiffres et tout. Et donc 2014, il se passe quelque chose de très important. On est contacté par un gros média qui souhaite discuter avec nous. Alors, je vais faire gaffe à ce que j'ai le droit de dire ou pas, mais bon, je peux le dire en tout cas, parce que là, il n'y a rien de secret. Donc, on a été contacté on a été mis en relation, on va dire, avec Le Monde, le groupe Le Monde, qui possède aussi Télérama. Et donc, on a commencé à discuter avec eux, puis au bout d'un moment, concrètement, on a commencé à discuter d'un rachat. Et en parallèle, on a aussi une opportunité de discuter avec Webedia, donc la maison mère d'Allociné, Jeuxvideo.com, etc. Et donc, on s'est retrouvés à discuter avec les deux, en fait. Et donc, c'était une période qui était assez grisante, ça a duré plusieurs mois. Je suis désolé parce qu'il ne faut pas que je dise de conneries. Mais en deux mots... Pour les auditeurs, je vois Guillaume qui se concentre, qui prépare la phrase avant de la dire. Ouais, parce que voilà, il y a des choses qui doivent rester un petit peu confidentielles. Évidemment. Mais en deux mots, on discute avec les deux, donc c'est super parce que c'est une chance folle, tu vois, quand tu as deux discussions. Ah t'es en position assez
favorable. mais alors justement, on s'y est un peu trop Mais cru. peut-être trop. Exactement. Donc on a joué un peu au con et on a été un peu trop gourmand. Donc je pourrais pas parler de chiffres, mais on a commencé à discuter. On était assez sûr de nous, sachant qu'on faisait, tu vois, en 2014, on a fait, je sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, à tout casser. Et on était sur des montants assez dingues. Et donc, on a perdu Webedia, qui à un moment nous a dit, bon, mec. Et c'était dommage pour le coup, parce qu'avec Webedia, il y avait un projet derrière qui était Il y avait ultra vraiment excitant. moyen de faire beaucoup de choses. Ouais, puis moi j'avais bien fité avec un des deux patrons. On avait des discussions qui étaient passionnantes. Vraiment, tu sais, où t'es à deux et putain, tu commences à construire des trucs. Tu dis que tu vas avoir des moyens, t'as une vraie vision derrière. Notamment cette personne était hyper brillante, plus que moi en plus. Donc moi j'adorais parce qu'à chaque fois que je faisais rendez-vous avec lui, tu vois, je me sentais, je ressortais du rendez-vous moins con qu'avant. Donc c'était hyper grisant, mais bref, on a été trop gourmand, donc boum, ça pète. Donc ensuite, on se retrouve avec juste Le Monde, qui est au courant que ça a cassé de l'autre côté. Donc tout de suite, forcément, la discussion, elle est plus compliquée. Après, on est rentré. Alors là, pour le coup, ça a été très difficile. Ça a été très, très difficile pour moi, parce que c'est moi qui menais les discussions. Et là, pour le coup, les discussions avec Le Monde ont été vraiment dures. Mais après, c'est le business, hein, donc j'ai pas à m'en plaindre, mais avec des gens durs en face de moi. Enfin, là, je me suis retrouvé. Il faut sortir. Voilà. Ouais, mais c'était hard parce que nous, on n'avait plus de pognon, on n'avait plus d'argent. Ouais. Eux, ils commençaient vraiment. Il faut pas le faire sentir. Ouais, mais tu sais, il y a un moment, je crois que, ouais, ils sentent. C'est transparent. Et effectivement, je faisais tout pour, tu vois. Et maintenant, je peux en parler, il y a prescription, mais voilà, ils le sentaient. Et bref, tu vois, la proposition diminue. Et pour arriver à la fin, une proposition de merde. Et puis en plus, surtout, moi, je commençais parce que l'humain, c'est con, mais je peux pas faire autrement. Et je commençais à ne plus du tout apprécier les personnes avec qui je discutais. Et je me projetais, au-delà même, tu vois, du côté argent, mais je me disais non, je vais pas aller bosser avec eux, c'est pas possible. À la fin, il y avait une personne notamment qui était mon interlocuteur, je pouvais plus l'encadrer, quoi. Bon, après, il était vraiment très désagréable. C'est vraiment quelqu'un de pas sympa du tout. Ouais, mais ça arrive, tu vois, dans le business, tu rencontres des gens vraiment qui en ont rien à foutre. Après, je leur en veux pas parce que c'est le business, tu vois, c'est pas mon ami, il a aucune raison de. Et donc voilà, et donc tout ça capote. Et là, on se retrouve dans une situation, on est en 2015. Coup dur. Vraiment, à 3, vous faites le tour, vous faites le point. Il y a eu deux. On n'a plus d'argent. On a quasiment plus d'argent et deux potentiels intéressés qui ça a capoté, quoi. Et là, on sait qu'on va aller au tapis. C'est-à-dire qu'on est en 2015, on va aller au tapis. Et là, Kevin et Clément, donc moi j'avais de la chance, j'avais une rémunération à côté, mais Kevin et Clément commençaient un peu ça devenait compliqué au niveau argent pour eux. Et là, on prend la décision de se séparer. Kevin prend un autre job, il part dans une nouvelle aventure. Puis je crois que Kevin en avait un peu marre aussi. Puis je pense que cette discussion nous avait tous mis un petit coup. Voilà. Et mais bon, moi je perdais. Enfin, j'avoue que moi j'ai jamais perdu. Enfin, moi je m'en foutais, quoi. Je continuais, j'en avais rien à foutre. Mais Kevin et Clément, c'est vrai que c'était dur. Et bref, et donc à ce moment-là, Kevin et Clément avaient un peu perdu la motivation. Et donc, d'un commun accord, ils se décident de plus être opérationnels dans le truc. Et mais bon, ça se passe pas trop mal parce que il reste quand même associé, mais voilà. Après j'ai été un peu relevé. Il réinjecte plus et plus d'opération. Et ils sont plus, après voilà, ça vous empêche pas de discuter, mais ils sont plus du tout opérationnels et voilà. Donc moi je me relue un petit peu par rapport à eux. Enfin voilà, on se met d'accord. Mais je répète, ça se passe plutôt bien, même si c'est pas un moment facile. Mais voilà. Et puis moi je me retrouve dans une situation où je me dis ok, c'est simple. Si je fais pas de chiffre d'affaires là, je vais perdre 5 ans de ma vie. Et là, je me retrouve vraiment dos au mur, donc avec une motivation pour commercialiser Sens Critique dingue. Démesurée. Ouais, vraiment. Alors après, on a quand même eu la chance d'avoir 2 business angels qui ont fait le bridge. Donc on a 2 personnes qui ont injecté un petit peu d'argent, ce qui nous a permis en fait de tenir la trésor pour arriver jusqu'à la rentabilité. Donc ça a été très important. Donc c'était des amis boulot, on va dire, qui sont rentrés dedans. Et bref, ce qui nous a permis de faire le bridge et d'arriver en 2016 à atteindre la rentabilité. Mais au prix, et c'est là où donc ça c'est assez intéressant pour la suite, au prix de problèmes. Ça a généré des problèmes, ça. Les problèmes, c'est que, donc moi je me suis retrouvé le seul patron, on va dire, opérationnel de la boîte. Et là, il y avait 2 soucis. Le premier, c'est que je consacrais 95% de mon temps à aller chercher du chiffre d'affaires. Donc pas à manager. Exactement. Et deuxièmement,
notamment manager une équipe produit, tu vois, de développeurs, etc. C'est difficile quand tu connais rien. Exactement. Voilà. Ça... Et donc j'avoue que donc c'est un peu ma responsabilité. Il s'est passé 2 ans où le management n'a pas été bon, et donc derrière forcément ça s'est ressenti. C'est-à-dire que même si on a continué à croître en audience, etc., le produit, en interne. Ouais, puis le produit surtout, c'est un peu arrêté. C'est-à-dire que tu vois, à l'époque, on laissait jamais passer un bug, et je pense que s'il y a des utilisateurs SC qui nous écoutent, ils sauront de quoi on parle. C'est vrai que le produit a perdu en qualité, indéniablement. On était moins dans les nouvelles features. Il y avait plus de plantage. Enfin bref, le produit qui avait une très belle qualité du temps de Kevin, parce que savoir que Kevin est un ayatollah, et c'est une vraie qualité quand tu fais du digital. On avait perdu ce truc-là. Et puis après, ça a aussi créé des problèmes en interne. Donc c'est devenu assez compliqué. J'avoue, c'était des années. Donc à la fois, j'étais content parce que on était rentable, donc on avait passé un petit peu la tempête, la zone de tempête, mais c'était compliqué. Puis après, j'ai pas forcément pris les bonnes décisions. D'accord. Et est-ce que c'était justement sur ces décisions, est-ce que c'était pas possible de faire autrement et d'embaucher peut-être une DRH, un manager intermédiaire ou tu le voyais pas, c'était pas possible, c'était... En fait, alors c'est ce que tu dis est très intéressant, c'est que j'étais trop dans mon flow de chiffre d'affaires. Ouais. C'est-à-dire que ma seule option, ouais. Moi je regardais le compte en banque, je me disais de combien je vais avoir besoin pour payer les salaires à la fin du mois, etc. Donc c'était une période où et je me disais non, je vais surtout pas embaucher. J'étais un peu, tu vois, stressé. Et puis je pense que j'étais un peu dans une espèce d'inertie, tu vois, de pas prendre des vraies décisions qu'il aurait fallu prendre. J'avoue que j'en ai pas été capable, ou en tout cas je les ai pas. Mais ça, c'est des vraies erreurs, tu vois. Si je regarde avec du recul maintenant, j'aurais dû prendre des décisions beaucoup plus tôt. Et puis après, tu sais, j'ai remanié l'équipe dev, mais pas bien. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi, en vrai. Et puis ça a nuit même à l'ambiance au sein de Sens Critique. Il n'y avait plus une bonne ambiance qu'il y avait au début. C'était pas cool, en vrai. Enfin, ouais, c'était pas la catastrophe, mais puis il y avait peut-être un peu d'émotivation. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions. Il a peut-être fallu modifier la culture, puisque vous étiez 3. Et là, maintenant, c'est une culture un peu plus propre à toi. Et du coup, ça fait tout de suite bouger les dominos, quoi. Ouais, et puis surtout, il y a une vraie logique de management, quoi. Le management, c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire que manager une équipe, c'est un métier, c'est une responsabilité, tu vois, c'est pas genre boum. Et je pense que j'ai pas été bon là-dessus, et peut-être aussi c'est pas ma plus grande qualité. Je pense que en toute humilité, je suis peut-être pas le meilleur chef d'entreprise, ou en tout cas, je suis peut-être pas le meilleur directeur général. Parce que donc, ce qui s'est passé, et ça c'est les hasards heureux de la vie, un jour j'ai reçu un mail d'une personne, un peu par hasard. Faut savoir que je lis toujours quand on me sollicite pour du taf, même si j'ai pas de boulot, et j'aime bien les personnes, j'essaie toujours de rencontrer les personnes, etc. Et un jour je reçois un mail d'une personne. Ça c'est le côté bizdev qui est très ancré et très bon. Ouais, puis j'aime bien échanger avec des gens. Quand je vois des gens qui n'ont pas l'air trop cons, un peu brillants, j'aime toujours bien échanger avec eux, en fait. Et un jour, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit machin, j'adore. Donc lui, profil hyper business, grande école de commerce, super parcours, etc. Et qui me dit voilà, moi je fais un job aujourd'hui, mais bon, c'est pas ma passion. Moi, je suis cinéphile, etc. Il y a peut-être des trucs à faire, bref. Et donc on échange, on discute, on se voit et tout. Et je lui dis non, tu vois, toi, ouais, il y aura un poste pour toi, tu vois, tu serais DAF, DG, je sais pas quoi, mais j'ai pas de poste, je peux pas t'embaucher là maintenant, mais bon. Et puis le truc se perd pendant quelques mois. Et d'ailleurs, j'ai un peu été con parce que j'ai un peu lâché la personne. Et il se trouve que dans mon équipe, il y avait quelqu'un d'assez important. C'était Damien, notre fameux tout premier développeur, qui un jour me dit voilà, je m'en vais, j'en ai marre. Puis il voulait changer de vie, il voulait habiter à Bordeaux. Puis bon, ça faisait 10 ans, 9 ans, 8 ans qu'il était là, il en avait marre. Et donc là, j'avoue que c'est un peu, j'ai un immeuble qui me tombe sur la tête. Je dis putain, si j'ai plus Damien, comment je vais faire? Et puis là, je me dis en fait, c'est le moment ou jamais, c'est là où je dois faire un vrai choix. Il faut que je change complètement la manière de voir. Restructurer tout. Ouais. Et donc, je recontacte Maxime,
qui me fait remarquer qu'il est un peu deg que je l'ai laissé dans le ZEF pendant 6 mois, ce qui est vrai, ce qui n'est pas très bien de ma part. Mais j'avoue, j'étais toujours dans ce putain de flow. Ouais. Mais bon, bref. Et là, on se revoit, etc. Et bref, je lui dis, bah écoute, reviens, machin, viens, joins l'équipe. Voilà, et tu vas m'aider à diriger cette putain de boîte parce que donc Maxime est quelqu'un de très brillant, très organisé, voilà. Et donc il est arrivé, donc ça c'était c'était mi-2018 et il a rejoint l'équipe comme DG. Donc à la fois pour structurer vraiment la boîte comme une vraie société, parce que j'avoue que moi je gérais un peu à la petite semaine avec des vrais outils, des process, cadrer l'équipe produit, enfin voilà tout ce que moi je fais pas bien. Et puis je l'ai intégré aussi au capital, donc il est devenu associé de la société. Donc aujourd'hui on peut dire que donc maintenant Sens Critique est dirigé par un duo. Donc on va dire, donc officiellement moi je suis président, Maxime est directeur général. On va dire qu'on prend toutes les décisions sont prises à deux. On va dire que moi je suis président dans le sens où je représente, on va dire la société, et mon activité en plus c'est bien parce que j'ai pu justement me libérer tout ce temps pour me consacrer justement au BizDev en fait. Et donc déjà je suis content parce que c'est ce que j'aime vraiment. Et donc ça voilà, et ça c'était 2018, et donc là on a pris beaucoup de décisions, donc on a renouvelé quasiment toute l'équipe. L'équipe produit, notamment les devs. Ça représente combien de personnes du coup en 2018 ? En 2018, on devait être 12 salariés, je crois, plus quelques stagiaires. Et là, je crois que là aujourd'hui, parce que alors ça, j'en parlerai, mais après récemment, on a beaucoup embauché en fait. Mais et surtout, on a essayé de repenser vraiment le mindset de la boîte. Moi, j'ai essayé d'être beaucoup plus à l'écoute, et puis avec Maxime, c'était plus facile. Enfin, puis on a essayé vraiment de créer on a essayé de recréer en fait, de retrouver la culture d'entreprise qu'on avait avant cette période un petit peu difficile. Mouvementée. Ouais. Et alors c'est con, tu vois, mais d'être plus comment dire, plus sélectif dans les gens qu'on embauche ou dans les gens qu'on a gardés, et pas tant sur le travail. Bon, évidemment, la base, on veut sur les valeurs. Des gens, exactement. Et j'avoue qu'aujourd'hui, enfin, tu vois, une des premières valeurs, alors après, je sais pas si j'arrive à l'appliquer tout le temps, mais c'est vrai que dans nos annonces, quand on recrute, ou la première chose que je veux juger chez quelqu'un, c'est est-ce qu'il est sympa ou pas. Ça paraît con, mais c'est notre culture en fait, et que je veux que des gens sympas. Après, évidemment, c'est pas suffisant, il faut remplir beaucoup d'autres cases, mais je veux que des gens sympas. Mais ça évite un paquet d'emmerdes quand même. Ouais, mais après, tu sais, chacun a ses curseurs. Moi, je sais que c'est ma manière d'être. Je veux des gens sympas, je veux des gens, voilà, en fait, je suis pas heureux sinon. Ça me rend malheureux. Et du coup, quel est le test ou quel est le petit prisme, l'entonnoir pour dire sympa, pas sympa ? Ouais, j'ai pas de test particulier, quoi. C'est à travers les entretiens, tu vois si ça fit. Franchement, j'aurais du mal à répondre à ta question avec des critères objectifs. C'est beaucoup de feeling. Voilà, on se pose toujours la question de savoir si ça va fitter avec la boîte, etc. Ok. Non, c'est difficile. Et du coup, le business model, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Parce que moi, du coup, il y a 10 jours, je suis allé sur le site. J'ai pas vu tant de pubs que ça. J'ai pas vu tant de choses qui m'agressaient. C'était fin, et je me suis dit, ah ok, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ? Donc, est-ce que tu peux nous dire, en plus, ça c'est ta partie, c'est ce que tu aimes, qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui est dealé pour vraiment valoriser Sens Critique ? En fait, il y a deux choses. Donc ça, c'est important de savoir ça en pub. En pub, en digital, donc sur un site internet, tu as deux types de publicités. Tu as les publicités que tu vends toi, donc que ta régie vend, avec un annonceur sur lequel tu vas te mettre d'accord. Je reviendrai, bon, tu as des formats, etc. Et tu as ce qu'on appelle aujourd'hui la programmatique. Donc la programmatique, je vais essayer de pas être chiant, mais en gros, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années maintenant, où en fait, ce sont des places de marché où tu n'as plus de discussion entre les médias et les annonceurs. C'est des espaces qui sont mis à dispo sur des énormes plateformes. Et tu as d'un côté des acheteurs, de l'autre côté des vendeurs, et tout se fait, ça s'appelle le real-time bidding. Automatiquement. Voilà, c'est le RTB, donc tout se fait avec des achats, des machins. Enfin, c'est devenu très, très, très technique comme métier. Et c'est ce qui remplit le 80%, on va dire, des espaces. Et c'est là où tu croises tous les annonceurs, les pubs que tu vois tout le temps
d'assureurs, de forfait 5 gigas, de Orange, de Les machin. retargeting, Ouais, les voilà. trucs, tout Tous ça. ces trucs-là, C'est ça. voilà, Oui. c'est. Et toi, en Criteo, fait, en tout, tant tout, que média, bah voilà, Criteo, exactement. Bah, ma femme bosse chez Criteo, d'ailleurs, Ok. pour l'anecdote. Et bref, donc toi, en tant que média, tu poses des espaces et tu t'en occupes pas. Tu as une boîte qui s'occupe de remplir tout ça. Et à la fin, tu reçois des revenus. Faut savoir que ça, c'est quand même assez enquiquinant parce que c'est pas des belles pubs, puis c'est chiant quali. et puis voilà, c'est pas quali, mais dans ton business model, c'est quand même important. C'est-à-dire que nous, typiquement, ça représente. Alors, c'est là aussi paradoxal. En volume, en impression, c'est peut-être 80% de tout ce qui s'affiche, mais c'est que 20% des revenus. Oui. Parce que c'est pas très valorisé. Et non. valorisant. Non, ça se vend pas cher normal. du tout. Ouais. Et nous, si tu veux, on a fait le choix de, quand tu es un membre connecté, on te met qu'un seul espace pub comme ça dans ta navigation. Et alors en plus, il y a les espaces qu'on vend, j'y reviendrai après. Mais quand tu n'es pas connecté, et c'est très gentil ce que tu disais, mais souvent on nous engueule, mais après on fait comme tous les sites, bah, tu peux avoir 3, 4, 5 espaces, un peu machin, une vidéo, un truc. Je viens juste de tilter là en direct. Est-ce que c'est parce que j'ai un adblock que je n'ai pas vu Bien sûr. Ça ah bah évidemment. Okay. Bien sûr. Et alors ce que tu dis est hyper important. J'ai adblock, évidemment. Mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, les adblocks, c'est la plaie. C'est la plaie, c'est une saloperie, c'est honteux, ça fait chier. Parce que le problème qui se passe, si tu veux, c'est que... Enfin, il y a deux manières de voir les choses. Plus il y a d'adblocks, donc toi, en tant que média, c'est des pertes de revenus pour toi. Oui. Bah toi, plus tu vas créer d'autres espaces pubs, parce qu'à un moment, putain, il faut que tu t'y retrouves. Alors après, les défenseurs des adblocks vont dire « Ouais, il y a trop de pubs, etc. » Ouais, ok, il y a toujours trop de pubs. Moi, quand je regardais la télé à l'époque, la pub, ça m'enquiquinait. Quand je vais dans un magazine, ça me fait chier de voir une pub. À la radio, c'est pareil. Donc la pub, c'est comme ça. Quand un média est gratuit, bah, il n'y a pas 40 solutions. Enfin, il y a d'autres modèles, mais globalement, tu es obligé d'en passer par là. Mais justement, les adblocks, ça a beaucoup nourri notre réflexion, puisque donc, il y a toute cette partie programmatique, mais après, il y a ce que nous, on fait directement avec donc, les distributeurs de films et les diffuseurs de séries principalement. Et donc, dans ces cas-là, donc, c'est là où les adblocks, pour le coup, sont intéressants, c'est que ça doit t'obliger à repenser tes modèles. C'est-à-dire que tu dois te dire, OK, la bannière, le machin, tout ça, c'est fini. Enfin, si c'est pas fini, mais on s'en fout. C'est-à-dire que... C'est minime. Ouais, et puis surtout, tu vois, bon, nous, on a un beau média, on fait 5 millions de visiteurs uniques, on fonctionne bien, etc. Mais franchement, on va pas venir chez nous pour acheter de la bannière. Aujourd'hui, tous les annonceurs peuvent en acheter partout, etc. Donc nous, on a vraiment pensé, et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, notre média autour du bouche-oreille et imaginer tout ce qu'on peut faire pour en fait générer du bouche-oreille sur des films ou des séries qu'on va proposer. Et ça, en gros, il y a plusieurs manières, mais globalement, on va encourager les membres en fait à interagir avec le produit. Donc, on va mettre en avant un film ou une série de différentes manières. On a un carrousel édito. Bon, parfois, il y a aussi des formats un peu pub, des choses comme ça, mais pas trop. Et surtout, on va pousser nos membres à l'ajouter. Enfin, en tout cas, s'ils ont envie de le faire, parce que s'ils n'ont pas envie de voir le film ou la série, ils le feront pas. Et ils vont ajouter en fait le film à leurs envies ou à leurs envies. Et ce qui va se passer, c'est que donc leurs abonnés sur le site ensuite derrière vont voir que leur pote a envie de voir le film. Et donc forcément, ça va aiguiser leur curiosité. Et il y a des chances qu'eux-mêmes se disent « Ah bah tiens, moi aussi j'ai envie de le voir ». Et c'est comme ça en fait qu'on va générer, à travers donc le bouton envie, on va générer en fait des interactions avec un film ou une série qui ensuite va faire que le film, naturellement, à travers toutes ces actions qui sont faites dessus, va devenir de plus en plus populaire. Et donc, si on le fait en amont de la sortie d'un film, par exemple, un film qui était peut-être le 5e plus attendu de la semaine par nos membres, va peut-être se retrouver en 2e position. Et c'est là, et c'est ça, en fait, que c'est cette visibilité qu'on va vendre à nos partenaires, c'est de leur dire, en fait, c'est pas très important ce qu'on génère directement avec nos actions de pub. Le plus important, c'est ce qu'on va générer en organique. C'est comment est-ce qu'on va faire que les gens parlent de ton produit. Et ensuite, il y a un deuxième truc, c'est qu'on va surexposer, on va mettre en avant les avis positifs qu'il y a sur le film ou la série, à travers là aussi un carrousel édito, ou à travers le fil d'activité où quand tu suis tes éclaireurs, que tu vois toutes leurs actions, bah, quand il y a des actions positives sur un film qui a fait de la pub chez nous, bah, ces actions vont remonter en fait. On va te les montrer un peu plus souvent que les autres. Okay. Et après, on organise aussi des projections qui vise aussi à faire découvrir à notre communauté des films. Et l'idée, bah, c'est que derrière, ils vont mettre des bonnes notes, que ces bonnes notes vont engendrer des envies, etc., etc. Et donc, on crée comme ça un cercle vertueux de bouche-oreille. Mais comme je te disais, ce qui nous oblige à ne travailler que sur des films ou des séries qui sont appréciés par nos membres. Parce que sinon, bah, forcément, ce serait contre-productif. Et ça, donc on faisait ça, donc on continue à le faire. Ça a été vraiment la genèse.
Et depuis maintenant 2 ans, depuis l'année dernière, on travaille de plus en plus nos réseaux sociaux, où là, on va créer des vidéos, on va faire du brand content autour de sorties de films ou de séries, là aussi. Donc, tu vois, typiquement, il y a un grand réalisateur qui sort un film, on va produire une vidéo sur la carrière du réalisateur à l'occasion de la sortie, etc. Et pour ça, on est aussi rémunéré. Voilà. Ok. Et donc, aujourd'hui, vous avez vous avez créé des événements. Alors, 2020, ça doit être très compliqué, mais 2019, vous avez créé des événements pour faire rencontrer physiquement votre communauté autour de ces projections, autour de ces avant-premières, autour on en fait beaucoup. On en fait, je dirais, en moyenne, on fait une projo toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Et encore, on a limité. Que sur Paris ? Ouais, je sais, hein, tout le monde dit oh, fais chier, mais désolé, mais c'est compliqué. Non, mais en fait, il faut toujours raisonner un truc, c'est quand tu organises une projo, il y a des budgets qui sont supportés par les distributeurs, et qu'après, quand tu commences à faire de la province, ça rentre pas dans l'économie du distributeur, et donc c'est compliqué. Donc pour l'instant, on fait ça que à Paris, on garde toujours espoir de refaire en province, mais ça nous est arrivé 2-3 fois, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que tout de suite, en fait, il y a un surcoût pour le distributeur qui justifie pas forcément l'investissement derrière. Mais oui, on en fait beaucoup. On invite, alors très souvent, on a la chance d'avoir les réalisateurs, l'équipe du film pour des Q&A. Et nos projets ont une spécificité, c'est que on organise donc ce qu'on appelle des ciné-expériences, donc ce sont des projets à l'aveugle. Et donc nos membres sont invités à voir des films sans savoir ce qu'ils vont voir. Ils découvrent le film vraiment au générique. Donc c'est une expérience assez sympa. C'est bon, ça. Ouais, et puis c'est une bonne expérience aussi pour le réalisateur qui est présent ou même pour le distributeur, c'est qu'il voit des réactions neutres, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de voir le film. Et c'est vrai que au-delà du côté promo, c'est aussi devenu un vrai truc pour notre communauté. Et c'est vrai parce que vous partiez du principe sur Sens Critique, tu t'es présenté comme ça. Je reviens sur Deserbus, notre première rencontre. Sens Critique était lancé pour avoir une masse de notes et d'évaluations subjectives pour avoir justement cette objectivité en fait un petit peu naturelle. Après c'est discutable, mais bon, après je défends ma paroisse. C'est un petit peu ça. Ouais, mais c'est vrai que sincèrement, chez nous par exemple, un film à partir de 7 de moyenne, c'est un bon film. Alors c'est pas la peine des personnes qui viennent me troller, mais ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que tu vas aimer le film, mais ça veut dire que globalement, ça marche, que le réalisateur a plutôt bien bossé ou que les acteurs jouent bien, etc. Moi, il y a plein de films qui ont plus de 7 de moyenne que j'aime pas, mais je fais une différence entre ce que je n'aime pas et ce qui est de la merde, pour dire. Donc voilà, oui, j'avoue qu'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a même beaucoup de notre audience, ce sont pas des membres, ce sont des gens qui viennent juste regarder les avis, qui n'ont pas spécialement envie de noter ou quoi, ce qui est tout à fait légitime, mais qui veulent juste donner avoir un avis, se dire tiens, est-ce que je regarde ce film ou pas, ils regardent quelques avis. C'est vrai qu'on travaille énormément notre note, c'est-à-dire que la moyenne qui est affichée pour éviter justement tous les biais, tous les gens qui se créent des faux comptes pour essayer de faire bouger les notes. Donc la note moyenne. Il y a un algo derrière quand même. Exactement. C'est pas une moyenne arithmétique et ça nous évite tous les fans. Et c'est bien parce que ça nous a découragé aussi beaucoup de sales utilisateurs. Voilà, enfin pas de sales utilisateurs, mais de gens qui veulent créer des comptes bidons. Voilà, pour essayer de faire bouger les notes. Ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Donc, je ne donnerai pas les secrets de l'algo parce que sinon, les gens, une fois, on l'a fait, mais donc, tu as plein de gens qui ont essayé de créer des parades. Mais globalement, on essaie de tendre vers la plus grande objectivité. Ouais. Et si on passe un petit moment sur l'écosystème du cinéma français, du coup, vous êtes très impliqué naturellement. Mais est-ce que vous avez fait est-ce que toi, tu as une démarche spécifique? Est-ce que le réseau, est-ce que on ne sait pas comment ça fonctionne entre les producteurs, les réalisateurs, les distributeurs, tout ça. Toi, tes clients, ce sont les distributeurs? Tout à fait. Le distributeur, très rapidement, le producteur, c'est celui qui va se charger de monter le financement du film. Donc, il y a plein de sources de financement en France. C'est pour ça qu'on est aussi dynamique sur le cinéma. Voilà. Le CNC, des banques, des chaînes de télé, des régions, etc. Donc, ça, c'est le côté financier. Puis, tu as le côté ensuite exécutif, c'est-à-dire les plateaux de tournage, organiser les plateaux, etc. Donc ça, c'est vraiment le réalisateur, donc est le créateur qui va filmer, etc.
Et ensuite, le distributeur, alors il peut intervenir plus tôt, mais le distributeur, enfin il intervient, son rôle est après, c'est-à-dire que le rôle du distributeur, par définition, ça va être de le distribuer. Donc c'est de le faire exister en salle et de gérer le plan marketing. Ok. Alors après, parfois, tu as des sociétés qui sont à la fois producteurs, distributeurs, etc. Oui. Mais c'est vraiment les métiers. Donc tout ce qui est marketing, en fait, est géré par le distributeur du film. Qui va donc faire son plan média, acheter des campagnes d'affichage, prendre des campagnes sur Facebook, monter des partenariats avec des médias comme Sens Critique ou d'autres médias, etc. Donc nous, ce sont nos principaux interlocuteurs. On peut croiser, on croise les réalisateurs à l'occasion de nos projets, parce que comme je disais, on en fait vraiment beaucoup, et on a la chance d'avoir accueilli plein de super réalisateurs. Mais voilà, nous on bosse vraiment avec les distributeurs. Donc quand tu bosses dans le marketing, tes interlocuteurs sont les distributeurs. Et du coup, il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000 en France? C'est quoi? Alors, distributeur, alors tu as... En gros, je cherche à savoir combien tu as de clients et combien tu les... Je dirais une quarantaine, mais c'est très différent. Tu as les gros américains, donc Disney, Warner, Universal, Sony, Paramount, si j'en oublie pas, qui sont ça c'est les studios, voilà, donc ça c'est les grosses machines. Mastodonte, ouais. Ouais, mais qui font pas que des blockbusters, hein, c'est intéressant. Hein. Tu vois que ce soit là en tête, j'ai Universal ou Warner, mais qui sortent aussi des films, alors des gros films d'auteur. Mais tu vois, 1917, bon, c'est Universal, mais c'est un vrai film d'auteur, etc. Enfin, ouais. Après, tu as les gros français. Donc, tu as Pathé, qui est aussi par ailleurs exploitant de salles, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, il y a aussi les exploitants. Ouais, c'est ça. Tu as Pathé, tu as Gaumont, tu as UGC, Studio Canal, voilà, qui sont les gros distributeurs français qui sont en général adossés à des groupes, donc Studio Canal, à Canal+, etc. Après, tu as les gros indés, on va dire. Donc, c'est... gros moyen, je sais pas, bon, bref, le Pack, Memento, etc. Donc je dirais que là, tu en as une dizaine, tu vois, Backfilm, hein. Et après, tu as ce que j'appelle les petits, et je dis ça sans jugement, mais c'est des plus petites équipes, c'est des plus petits films. Tu en as peut-être derrière une vingtaine, donc je dirais que les distributeurs en France, tu en as une quarantaine, mais ça va de tout petits distributeurs où ils sont 2. Et eux, ils font un taf eux, c'est des warriors. Et donc, quoi, toi, ton job et ta partie peut-être un peu kiff, c'est de les appeler tous les mois, de déjeuner tous les mois avec eux et de dire comment on peut faire plus, mieux, différemment. Ouais, alors mon job il a été en 2 temps. Au début, il y a eu un taf d'évangélisation. Et donc je suis arrivé sur ce marché, je le connaissais pas. Donc là, il y a eu un taf Alors après, c'est comme tout dans la vie, tu rencontres des gens plus ou moins sympas, pas sympas, dispo, pas dispo. Mais je dirais que ça m'a pris peut-être 2 ans, 3 ans avant d'installer vraiment la marque. Et honnêtement, c'est un univers plutôt sympa. Je m'entends bien avec la très grande majorité de mes clients. Là, après, c'est pas des amis, tu vois, ça reste du boulot, mais j'ai la chance, franchement, c'est un univers vraiment sympa. Et puis, je sais pas, c'est toujours excitant, c'est le cinéma. C'est vrai que les distributeurs en face, d'ailleurs, même que ce soit des gros ou des petits, ça c'est assez intéressant, c'est que ils se battent pour leurs films. Mais que tu bosses avec Warner ou que tu bosses avec un tout petit distributeur, l'engagement des équipes sur la sortie d'un film, et puis je peux dire qu'ils comptent pas leurs heures. C'est-à-dire que tu vois, les 2 semaines qui précèdent un film, il y a les avant-premières, les machins, les mecs, ils bossent comme des dingues. Et ils défendent vraiment leur film. Il y a une super série 10% qui traite un petit peu entre les agents. C'est très sympa et à mon avis très réaliste. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est pour ça, je pense que la série marche bien aussi. Mais donc non, et donc mon boulot aujourd'hui, alors on est installé, donc tu vois, j'ai plus de prospection à faire, j'ai plus de nouveaux, enfin sur ce marché en tout cas, j'ai plus de nouveaux clients à contacter. Non, c'est plus, on se voit, on s'appelle. Moi, parfois, je repère un film, c'est moi qui les appelle. Je dis, tiens, ça peut être intéressant, on a des bonnes notes dessus. Et après, on discute ensemble de comment est-ce qu'on va pouvoir faire au mieux. Soit parfois, c'est eux qui m'appellent. Voilà, parfois, on se fait un déjeuner, on fait le line-up, on se dit, tiens, on va bosser sur tel film, tel film, tel film. Il n'y a pas de, voilà, c'est des échanges. Ça va. C'est installé, donc maintenant, c'est entretenir, quoi. Ouais, alors attention, il faut quand même toujours un peu se battre. Hein. Il y a toujours tu sais, c'est jamais acquis. Et d'ailleurs, le pire, c'est quand tu penses que c'est acquis, en général, c'est quand tu te plantes. On est bien d'accord. C'est que mon avis, mais donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien installé. On a en termes de nombre d'opérations, on va dire. Après, tu vois, on essaie de faire monter, évidemment, j'ai le jeu toujours le chiffre d'affaires en proposant des choses nouvelles, mais c'est pas là où on a nos perspectives de croissance.
On a aujourd'hui nos perspectives de croissance, elles sont alors, depuis l'année dernière, donc on bosse beaucoup plus avec les plateformes de streaming, donc avec des Netflix et Amazon, OCS, etc. D'où l'application. Non. Non, franchement, non. Parce que on va sûrement parler de l'app aussi, mais c'est justement le premier écran d'accueil, c'est de voir quelle plateforme de streaming on utilise. Alors ça, c'est l'application Popcorns. Oui. C'est pas Sens Critique. Oui. Ça, c'est un side project qu'on a lancé il y a 1 an maintenant, enfin un peu moins d'1 an. Mais si tu veux à la rigueur, j'en reparlerai. Je t'en parle. Il faut en parler. Je mélangeais tout. Désolé. Ouais, non, mais c'est pas grave. Après, oui, c'est lié parce que de toute façon, intellectuellement, c'est nos sujets. Mais non. Et donc, on essaie de bosser de plus en plus avec les plateformes de streaming où là, pour le coup, il y a plus de croissance. Et donc, voilà, on bosse avec tout le monde, avec, je te dis, Netflix, Amazon, OCS, Canal, Arte aussi. Donc, c'est plus sur les séries. Et là, pour le coup, c'est un secteur qu'on essaie de beaucoup développer. Déjà parce que de toute façon, il y a un usage croissant, évidemment. Ça, c'est enfoncer les portes ouvertes, mais c'est évidemment la croissance. C'est ce qui guide aujourd'hui la croissance dans l'entertainment. Okay. C'est vrai que le Covid, cette année, a été un facteur accélérateur de ces usages aujourd'hui. Et puis même, il y a eu une vraie évolution de génération. Moi, je le vois même à mon bureau, tu vois, il y a encore 4 ans. Tu vois, en plus, on a des devs, etc., donc plutôt des mecs un peu geeks. Personne n'allait payer 1 euro pour mater une série. C'était même pas envisageable. Aujourd'hui, même des mecs qui pirataient, tout le monde. Voilà. Alors, ça les empêche pas de continuer à pirater un petit peu à côté, mais globalement. Donc voilà, et donc ça, c'est une grosse partie du développement de notre business. Et une autre partie, c'est de commencer justement à travailler avec des marques classiques, des marques, tu vois, qui s'intéressent à l'univers de l'entertainment, avec qui il peut y avoir des affinités. Et là, pour le coup, donc c'est des opérations plus importantes, des budgets plus importants. Mais comme maintenant, on sait bien, comment dire, modestement, on maîtrise bien le sujet entertainment, on s'est dit, voilà, on va en faire profiter d'autres marques et on va essayer de commencer à travailler avec des gros, changer un petit peu de catégorie. Ouais. Et donc, pour ça, pour le coup, j'ai embauché 2 personnes, parce que c'est un gros boulot. Surtout au début, c'est comme tout, tu vois, quand tu défriches un marché, il y a un taf au début qui est assez difficile. Et donc, sur nos perspectives de croissance à moyen terme, c'est là-dessus qu'on mise. Ouais. Super. Petite question comme ça, tu vas régulièrement, tu vas tous les ans au Festival de Cannes ? Enfin, j'y suis allé les 3 dernières éditions. Parce qu'en gros, on a monté une opération justement pour le compte d'un annonceur. Après, j'avoue que moi, je suis pas un fan de Cannes. Je suis pas un dingue des soirées, des sorties, tout ça, parce que je crois que je suis un peu vieux maintenant. Puis Cannes, Cannes, si, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, parce que c'est assez incroyable. C'est vrai que c'est complètement fou, quoi. Pendant quelques jours, tu vis vraiment sur une autre planète. Puis c'est assez marrant, c'est plein d'anecdotes, c'est plein de choses. Mais j'avoue que c'est pas ma came, parce que moi, je sais que par exemple, beaucoup de gens avec qui je bosse adorent aller à Cannes parce qu'ils peuvent voir des films. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance dans mon taf de pouvoir voir à peu près tous les films que je veux dans le cadre des projections presse, etc. Donc, dans des conditions où j'ai pas fait. Parce que à Cannes, tu dois faire la queue, etc. Oui. Enfin, tout est compliqué. Voilà. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça à Paris. Et puis, je te dis, j'ai moins le kiff des soirées, des trucs. Voilà, parce que je me suis bien marré quand j'étais plus jeune. Et donc, aujourd'hui, non, j'ai pas une énorme. Okay. Mais en revanche, tu vois, on fait des trucs hyper sympas à Cannes, notamment en partenariat avec un de nos annonceurs très fidèles, avec Orange. Et je sais que ma team, par contre, adore y aller, parce que c'est vrai que dans notre équipe, on n'a que des amoureux du cinéma, qui sont plus jeunes aussi. Donc, c'est toujours des moments un peu magiques, quoi. Et donc, sur cette double application, pour finir là-dessus, ouais. Bien sûr, ouais. Donc rapidement, on a une application Sens Critique pour l'anecdote, où tu peux utiliser Sens Critique. Après, sincèrement, elle est pas super. Je le confesse bien volontiers. On l'a lancée il y a 2-3 ans, mais on l'a pas. Bon, bref, ça fait partie de nos grosses priorités en 2021. On doit la refaire. Après, elle fait le job, mais voilà, faut mieux utiliser le site en vrai. Pour l'instant. Enfin, après, si elle fait le job, si tu veux juste noter les films que tu as vus, elle est très pratique. Mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Sens Critique. Bref, non. Popcorn, c'est parti d'une autre réflexion. C'était de se dire qu'aujourd'hui, on a énormément de data. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, voilà, nous, on est capable de dire, voilà, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Alors, j'insiste, hein, c'est-à-dire que moi, il
moi j'ai des plaisirs coupables. Il y a des films de merde, je sais qu'ils sont très mal notés, mais j'aime bien les regarder parce que ça me détend, parce que je m'en fous. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on sait avec toutes ces datas, aujourd'hui, les gens sont perdus. C'est-à-dire qu'il y a déjà, je sais pas combien d'offres d'abonnements, que ensuite au sein de ces abonnements, tu arrives le soir devant la homepage de Netflix, il y en a tellement que tu sais jamais tu par passes où une heure commencer. à regarder, à choisir. Bah voilà, comme disait un tweetos dont j'ai oublié le nom, il disait au final, ce que je regarde le plus sur Netflix, c'est la page d'accueil. Et ça a vraiment guidé notre réflexion. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on va combiner en fait toutes les datas qu'on a sur Sens Critique. Parce qu'on a aussi des datas, c'est via les tops, les listes, etc. Donc, on est capable de faire plein de sélections de manière automatique sur les meilleurs policiers, les films qui se passent dans l'espace, etc. De combiner ça, en fait, avec la disponibilité des catalogues de SVOD. Streaming, ouais. Voilà, de streaming, exactement. Et alors, on s'est dit, OK, on va le faire sur Sens Critique, mais aussi, Sens Critique, c'est déjà très, très riche. Et puis surtout, on va se compliquer la vie, donc on a voulu faire vraiment un side project à côté. Et puis surtout, on a voulu beaucoup tester, on teste encore. C'est-à-dire que même, tu noteras que c'est une application qu'on ne pousse pas encore. Bon, elle tourne, hein, on a 10 000 utilisateurs dessus, mais on bosse encore dessus et on veut se concentrer sur un produit qui est très, très simple, que tout le monde peut prendre en main rapidement. Et il est probable... Ça l'est. C'est vraiment ça. Bah écoute, tant mieux, on est ravis. Mais il est probable, si tu veux, qu'après... Popcorns continue à exister en tant que tel, mais soit en partie encapsulé dans Sens Critique. Parce que typiquement, sur Popcorns, tu vas pas retrouver... L'avantage, tu vois, que tu as avec Sens Critique, c'est que par exemple, les films que tu as envie de voir, tu peux les retrouver, etc. Bah, typiquement, à terme, sur Sens Critique, sur la partie streaming, tu pourras retrouver les films que tu avais mis de côté, les films préférés de tes potes. Donc, tu auras ce mix, mais on voulait une application pour les gens qui sont fiches, qui veulent une information simple, rapide. Et donc voilà. Et avec en plus derrière, et tu vois, c'est pour ça que tu parlais de pub tout à l'heure, c'est très différent. À première vue, si ça fonctionne, en tout cas, parce que là, on est vraiment encore au stade du projet, c'est pas quelque chose qu'on va monétiser avec la publicité. On va essayer de pas du tout faire de publicité dessus, mais de le monétiser avec de la data. Et donc, notamment, en fournissant des datas à tout l'écosystème autour du streaming, donc soit les plateformes en tant que telles, ou même les cabinets, les agences, etc., pour comprendre un peu les usages, pour permettre à des concurrents de connaître mieux les catalogues de leurs concurrents. Puisqu'en fait, comme on récupère tous les catalogues, toutes les plateformes, on est capable de les analyser dans tous les sens. Et donc, on serait plutôt sur une offre data B2B. Voilà, tout ce que je te dis, c'est vraiment du work in progress encore. Très intéressant, ouais. Et ce sera voilà, notre grosse actu 2021. Super. On a fait un super tour de toute cette aventure. Je te propose de poser quelques petites questions maintenant, un peu plus sur toi, personnel, des outils, des ressources. Tu m'as dit que tu te levais très tôt. Tu m'as dit que tu avais donc potentiellement des projections presse. Une semaine ou une journée type pour toi, c'est quoi ? Honnêtement, j'ai vraiment pas de journée type, mais en gros, ouais, je me lève plutôt tôt parce que je fais du sport le matin. Ouais. Ça fait partie de mon équilibre. Puis je suis plutôt un lève-tôt, globalement. Donc ouais, je me lève en général, je me lève à 6h30. Je fais mon sport, j'arrive au boulot vers 8h30, 9h. Après, ouais, donc je peux avoir... alors en général, les projets près, j'essaie de les mettre à l'heure du déj parce que sinon, ça me bouffe trop de temps. Parce que je suis sollicité pour beaucoup de projections presse. Après, je vais avoir une réunion avec l'équipe sur le produit. Parce que c'est vrai que, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc important, on a une très grosse actualité, c'est que, tu sais, je te disais justement que le site avait peu évolué ces dernières années. Et là, depuis maintenant 6 mois, on a réécrit complètement le code du site pour le rendre justement beaucoup plus agile et pouvoir 2021 commencer à rentrer dans une dynamique avec beaucoup plus de features et puis un socle technique beaucoup plus important. Donc ça occupe pas mal de mes journées parce qu'on a des points réguliers sur les avancées. Et donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle version de Sens Critique qui va sortir là en fin d'année. Grosse actu 2021 et on voit vraiment la bouffée d'air, la bouteille d'oxygène que tu as créée, Maxime, quoi. Exactement. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Mais tu sais d'ailleurs, ce que je voulais dire, je pense que mon plus grand kiff, c'est vraiment l'équipe qu'on a réussi à monter. On a une super dynamique, des gens, je pense, très heureux de venir bosser le matin. Et d'ailleurs, moi, je leur dis toujours, si un jour vous n'êtes pas content, on discute.
Peut-être qu'on trouvera des solutions, peut-être qu'on n'en trouvera pas, et puis auquel cas, bah, après, vous irez bosser ailleurs, et puis on restera copains, on s'en fout, c'est la vie. Mais j'avoue qu'on a réussi à créer ce truc, et c'est, en tout cas depuis 2 ans, c'est vraiment c'est un énorme plaisir. Alors, tu vois, quand tu es entrepreneur, bon, la croissance, c'est important, l'argent, c'est important, on va pas se voiler la face. Mais j'avoue que créer une bonne team, c'est un immense plaisir. Et j'adore mon équipe, vraiment. Il n'y a pas une personne dans l'équipe que je n'aime pas, tu vois. Tous les gens de ma team, je les adore. Enfin bref. Donc tu vois, ça va occuper pas mal. Ensuite, il va y avoir des points justement sur les opérations pub qu'on doit mettre en place. Là, en ce moment, ce qui me bouffe beaucoup de temps, donc c'est des points très réguliers, c'est avec mon équipe, ma nouvelle équipe sales, justement sur ces nouveaux marchés où j'ai 2 personnes qui viennent d'arriver, qui sont plutôt juniors et donc que je dois former, donc ça m'occupe beaucoup de temps. Du fait du Covid, je fais beaucoup moins de rendez-vous qu'avant, donc ça c'est assez marrant et c'est vrai que ça me libère beaucoup de temps pour être plus présent en interne. On fait quelques coups de fil, des visios, etc. Mais c'est vrai qu'avant je faisais beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déjeuners, puis en plus j'aime bien manger, donc j'en profitais. Moi, j'ai perdu du poids pendant le confinement. Hein. Ah non, pas moi. Moi, je me suis rattrapé chez moi. Donc voilà. Et puis, de temps en temps, le soir, une projection, puisque donc je te dis, on organise une projection par semaine ou toutes les 2 semaines. Mais justement, j'ai limité parce qu'à une époque, j'en faisais trop et c'est vrai que je voyais plus ma femme, quasiment mes enfants, etc. Et donc, c'était problématique. Donc là, je me suis fixé comme une petite discipline où typiquement, je me donne un truc pro par semaine maximum. Le soir. Voilà, c'est ça. Et voilà, avec les projections souvent que j'anime, parce que j'avoue que j'aime beaucoup les animer. J'adore recevoir un réalisateur, discuter avec lui. Je suis content d'échanger avec mes membres aussi, donc quand je peux le faire, souvent c'est moi qui anime. Et puis j'aime bien incarner Sens Critique, je sais pas comment te dire. C'est vrai que j'aime bien le représenter en fait. Et tu es le meilleur pour, en tout cas le plus pertinent. Peut-être pas. Je t'avoue, honnêtement, j'en sais rien. Non, peut-être que tu vois. Enfin, après, quand je suis pas présent, il y a d'autres personnes, tu vois, qui peuvent animer. Donc non, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Après, j'aime ça, mais parce que je suis le meilleur. En tout cas, tu es le plus pertinent. Ouais, peut-être. Le mieux placé pour raconter justement tout ce que tu as fait là depuis bientôt 2 heures. Oui, putain, déjà, le temps file. Mais donc voilà, et puis je te dis une projet le soir, mais globalement donc je bosse quand même beaucoup. Enfin, tu vois, je pars tôt le matin, je rentre. La seule règle que j'essaie de me fixer en dehors des projets, c'est de rentrer à temps pour voir mes enfants avant qu'ils se couchent. Donc tu vois, c'est rare que je rentre après 8 heures, mais bon, c'est rare que je rentre avant aussi. J'avoue que ça c'est chiant. Bon, c'est toujours le problème de passer plus de temps avec ses enfants. Alors après, en revanche, je bosse très rarement le week-end. Le week-end, j'essaie de le consacrer essentiellement à mes enfants. Combien de films ou de séries du coup tu regardes par semaine pour le boulot? Moins cette année, parce que je te dis c'était très particulier, mais on va dire sur une année normale, je sais pas, je regarde 3 films par semaine, un truc comme ça. Et le soir, pour le coup, pour le boulot, et le soir, je regarde plutôt des séries. Puisqu'au final, indirectement, la majorité des films que je veux voir, je suis amené à les voir dans mon taf, donc je regarde plutôt des séries. Et là, on choisit à 2. Enfin, je laisse penser à ma femme qu'elle choisit. Donc ta femme ne regarde jamais de films? Si, quand même, on en regarde de temps en temps. Mais j'avoue qu'avec le temps, on est devenu très série. Parfois, mais je l'autorise à regarder un film de temps en temps. Non, je plaisante évidemment. Mais justement. Non, mais on regarde beaucoup de séries. Justement. Est-ce qu'on peut faire le sens critique de Guillaume? Quel est ton film, tes films, ton top 3 vraiment perso de ce que tu aimes voir, films et séries? C'est vrai que Sens Critique, pour le coup, a cette vertu de... Aide. Non, mais tu sais, c'est très dur quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi tes X meilleurs films. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai réussi à le faire avec Sens Critique, puisque une fois que tu as noté tous tes films, tu as pris le temps de noter tes centaines de films, c'est vrai que tu peux ensuite restreindre la sélection. Et tu vois, après des mois, donc tu as vraiment tout. Et là, tu peux t'amuser à faire ton petit classement. Et donc, effectivement, j'ai mon classement officiel. Écoute, mon film préféré, c'est American Beauty de Sam Mendes. Voilà, qui est un film que je peux voir, revoir, et qui est un film qui me touche énormément. Je verse une larme à chaque fois.
Il y a notamment quelques images dedans qui me parlent toujours énormément. Et je pourrais même être ému rien que d'en reparler, bref. Voilà, mais je trouve ça extraordinaire sur les questionnements que peut se poser un homme de 40 ans. C'est super. Voilà, Les Affranchis, qui est voilà, pareil, un film assez extraordinaire sur voilà, bon, pas besoin d'en parler, tout le monde connaît, de Scorsese. Après, Requiem for a Dream, qui est un film aussi, je trouve, extraordinaire, qui est probablement le film le plus intelligent qui a été fait, je pense, sur le rapport à la drogue, les addictions, etc. Voilà. Ensuite, il y a Scarface, voilà, très grand classique, Brian De Palma, j'adore. C'est marrant d'ailleurs, quand je relis mon top, c'est toujours des parcours, c'est toujours des destins. Puisque mon 5e, ça va être Barry Lyndon, de Kubrick. Mon 6e, alors qui est peut-être un peu plus original, un peu moins connu, c'est When We Were Kings, qui est un documentaire, qui est un doc, mais un film documentaire, un vrai film, qui est extraordinaire, qui raconte le combat mythique entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre en 74. C'est extraordinaire. Je le pitch en 2 secondes, comme ça, si je peux convaincre des gens de le voir. C'est globalement, on a donc Mohamed Ali, qui est méga star, très impliqué dans les droits civiques, le Black Power, etc. Et George Foreman aussi un peu, mais plus discret, qui se disent, il y en aura le cul des Blancs, des Américains, etc. On va faire le match du siècle et on va aller l'organiser au Zaïre. Et le Zaïre, à l'époque, il faut savoir, donc c'est une dictature, hein, c'est Mobutu qui est un horrible dictateur, sauf qu'on ne sait pas très bien. Le Zaïre, c'est le pays africain qui a la plus belle croissance, et il y a une espèce de miroir aux alouettes, mais tout le monde pense que le pays se développe, etc. Donc on se dit c'est l'avenir de l'Afrique et tout. Et donc bref, ils vont organiser leur combat là-bas. Ils sont des centaines à y aller. Il y a James Brown qui y va, qui fait un concert et tout. Et on va suivre tout ce truc. La préparation du combat avec Mohamed Ali qui passe son temps à provoquer Foreman. Foreman, c'est vraiment la force tranquille qui dit pas un mot. Et ça se termine par le combat. Donc, si jamais vous regardez le film, n'allez pas regarder l'issue du combat. Gardez-vous la surprise du combat qui est juste, mais dingue. Incroyable. Ce serait un film, une fiction, on n'y croirait pas. Voilà, et donc il y a l'époque des années 70 du Black Power, la boxe, James Bond, tout. C'est extraordinaire. Bon, bref, voilà. Je vais aller avec ça. Je vais aller le regarder immédiatement. C'est fascinant. Voilà, et puis après, Phantom of the Paradise, qui est pareil, un grand classique, Fight Club, Magnolia, voilà. Et là, tu as mon top 10. Okay. Magnolia aussi, qui est le film qui... Alors, Magnolia, c'est vraiment le film qui m'aime le plus. Lui, je l'ai vu 50 fois et à chaque fois, je pleure. Je pleure tout le temps. Mais après, je pleure très facilement devant les films. Ah, c'est chouette. Pareil, top série ? Est-ce que tu l'as ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, de tête, en premier, un peu comme beaucoup d'utilisateurs Sens Critique, c'est The Wire, qui est pour moi la plus grande série jamais écrite. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est l'œuvre la mieux notée de tout Sens Critique. C'est la seule œuvre. Elle est à combien ? C'est la seule œuvre qui dépasse 9 de moyenne. Ouais, tout à fait, ouais. 9,1. Voilà, c'est extraordinaire. Je la conseille à tout le monde. Pareil, c'est probablement la série la plus intelligente sur la société, en tout cas sur tous les maux de notre société, et ça montre à quel point tout est complexe et que c'est pas en faisant de lois qu'on va résoudre les problèmes d'insécurité, de drogue, d'analphabétisation, de violence, etc. C'est formidable. Ensuite, très classique, Game of Thrones, Les Sopranos, Breaking Bad. Quoique Breaking Bad, je le ferais peut-être un peu descendre. C'est quoi ? Il faudrait que je remette à jour mon top, je me rends compte. Broadchurch, qui est une série anglaise extraordinaire. Better Call Saul, qui est le spin-off de Breaking Bad. Okay. Donc voilà, Kaamelott en mini-série, mais que j'adore. Je suis un très très grand fan. Super, là on aura plein de ressources et du coup je peux indiquer ton profil sur Sens Critique pour le retrouver ce top quand sûr. Oui, tout à fait. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Ok. Sur Sens Critique, je m'appelle Guidsby, c'est en signature de tous mes mails. GUITSBY. Ouais. Et après, je sais pas si c'est intéressant, mais les peu de fois où j'ai joué aux jeux vidéo, c'était mon pseudo de jeu vidéo. C'est très, très, très intéressant. Je mettrai tout ça. À mon avis, ça fera le mois de décembre ou la fin des congés de cette année pour quelques visionnages.
Un livre à recommander Alors, je suis un piètre pour changer? lecteur. Ouais, mais alors je suis vraiment je lis très peu. Je fais partie de ces gens qui lisent C'est pas ton très média peu. de Non, non, ton non, non, médium non. de cœur. Non, mais je dirais dans les grands romans. Tu sais quoi, il faut que j'aille regarder dans ma collection parce que là, comme ça, j'en ai même. Enfin, si j'en ai, mais je dois être sûr de pas dire de bêtises. Si, alors après, c'est classique, c'est American Psycho. Ouais, tu vois, faut que je regarde après, ça me revient. American Psycho de Bret Easton Ellis, Le Parfum de Susskind, Madame Bovary de Flaubert, Vipère au point de Hervé Bazin, que j'adore. Voilà. Mais après, je lis. En plus, ça, c'est des livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune. Maintenant, je lis des trucs plutôt chiants. Enfin, je suis plutôt livre d'histoire. Je suis plutôt. Voilà, C'est pas chiant, non, mais je c'est suis. passion pour toi. Ouais, voilà. Mais je suis plus les bouquins. En général, les bios, les autobiographies. Enfin, les biographies, pardon, plutôt que les autobios d'ailleurs. J'avoue que j'adore. Mes belles amies aussi de Maupassant. La nuit d'Elie Wiesel, bien sûr. Les bouquins de Max Gallo que j'adore. Si tu aimes bien les biographies, je te recommande j'ai reçu Jean-Charles Kurdali sur ce podcast JCK qui a lancé là depuis la rentrée un club des lecteurs. Tu reçois une biographie inconnue chaque mois dans ta boîte aux lettres et tu as une C'est marrant. discussion et tout un réseau autour des biographies inspirantes. Le club s'appelle Longue Vue. D'accord, je vais noter ça. Tu pourras aller voir. Et d'ailleurs, en Super. bio, tiens, j'ai un petit conseil ici quand Ouais. même. Un livre que j'ai lu récemment, enfin, il a déjà 4-5 ans, mais que j'ai adoré. C'est un livre qui s'appelle Richie, qui est l'histoire en fait de l'ancien patron de Sciences Po, qui était un homme complètement dingue, qui s'appelle Richard. Merde, j'ai oublié son nom de famille. Bref, et c'était un type complètement fou. Qui a été retrouvé mort d'une overdose dans une chambre d'hôtel, enfin un truc complètement dingue. Et c'est le patron de Sciences Po, hein, et qui a un parcours complètement fou. C'est assez dingue. C'est écrit par Raphaël Baquet, qui est plutôt une politologue. Et je trouvais ça complètement génial. Enfin, comment tu peux te retrouver être à la fois prof à Sciences Po, en couple, puisqu'il était en couple avec le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, et il avait bossé dans les cabinets de ministère, mais à côté de ça, il se la collait jusqu'à 8h du mat, avec tous les excès qui vont avec. Il emmenait ses étudiants, enfin. Mais c'est aussi le mec qui a complètement révolutionné Sciences Po, qui a twisté complètement, qui a rajeuni le truc. On comprend pourquoi aussi. Je sais pas, moi je trouve que c'est des destins comme ça complètement hors normes. Je trouve ça assez passionnant. Ouais. Je mettrai tout ça dans les notes. 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais envie de nous parler ou de retourner, surtout après cette année 2020, dans un pays, retrouver une culture qui t'a marqué dans tes voyages? Écoute, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais j'avoue que moi j'aime beaucoup la France. Après, tu vois, j'ai adoré passer du temps en Italie. J'aime beaucoup l'Italie. Et tu vois, après, je suis allé un petit peu partout en Europe, mais j'avoue que la France, moi, je suis très très heureux en France. Je suis très heureux. Et est-ce qu'il y a une région un peu plus Oui, alors j'ai 2 régions que j'adore. C'est le Pays Basque, ouais. et notamment la région de Biarritz, Bayonne, que je me sens bien là-bas. C'est magnifique. J'aime bien la culture là-bas, les gens. J'aime bien regarder les vagues. J'aime bien la bouffe. Voilà, j'aime bien le rugby. J'aime bien la pelote basque. J'aime bien. Enfin, je trouve qu'il y a une culture vraiment que j'adore. Et la Normandie aussi, pareil. Je trouve que c'est un endroit magnifique. Voilà. Je rêve de quitter Paris, pour l'anecdote. Si un jour mon boulot me le permet, je quitterai Paris. Mais ouais, c'est vraiment les 2 régions. Et tu vois, j'ai pas de famille là-bas, j'ai pas d'attache, mais j'avoue que Il faut que tu rachètes un cinéma à Bayonne ou à Caen, et puis voilà. Ah bah, y a un super cinéma à Caen, dont j'ai oublié le nom, avec une exploitante qui fait un travail extraordinaire, qui a créé tout un club. Enfin, je suis désolé, j'ai oublié le nom de son cinéma. Mais c'est assez fou. C'est quelqu'un qui anime énormément sa salle. J'ai honte de pas me souvenir. Mais bon, ça va pouvoir se trouver facilement, qui crée plein d'événements. Mais j'aurais jamais, j'ai pas cette motivation. C'est des sacerdoces. Il y a un niveau de passionné que j'ai pas.
Non, pour tout te dire, moi, je voudrais m'occuper de mon jardin et de mes enfants et de mes chiens. Et ça bug un petit peu, je suis je désolé. t'en prie. Tu rêves de quoi? Moi, je rêve d'habiter dans une maison, faire mon jardin, m'occuper de mes enfants et, et peut-être être prof d'histoire. Génial. Je, C'est un espèce de rêve. je te recommande du coup un autre podcast d'un ami qui s'appelle Guillaume Tostivin, qui a lancé un podcast qui s'appelle Une toute autre histoire. Ah, attends, ça me dit quelque chose, mais je Je l'ai pas dans pense mes... je pense qu'il faut que tu t'abonnes. C'est un super podcast, épisode solo. Guillaume raconte une histoire un petit peu inconnue et le rapproche Ah, ça a avec l'air super, ouais, je regarde là. du Ouais, ouais. management, du business, de l'entrepreneuriat. C'est très très sympa. Ah ouais, je vois, les sujets sont sympas, ouais. Ah bah écoute, tu vois, tu fais bien, je viens de m'abonner. Super. Ah, je trouve ça super. Ouais. Eh ben, parfaite transition pour la dernière question. Tu sais, nous, le podcast, on l'a lancé pour principalement laisser une trace, laisser un héritage. On pense que 2 heures de conversation avec sa voix, c'est hyper important. Un petit mot, du coup, pour tes enfants? Bah, tu me prends un petit peu au dépourvu. Pff, Quand on me fait parler de mes enfants, je peux être très ému. Excuse-moi. Écoute, j'ai un seul truc dans la vie, c'est que j'espère que je donnerai que je, que je donnerai les armes suffisantes à mes enfants pour être heureux. Voilà, quel que soit leur choix. C'est voilà, la seule chose qui m'importe vraiment dans la vie, c'est que mes enfants soient heureux plus tard. Super. Merci beaucoup pour toute cette transparence, cette vulnérabilité. C'est ce qu'on va chercher, on espère, tu vois, au bout de 2 heures de conversation en profondeur. J'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses, alors qu'il y a 10 jours, tu vois, je n'avais pas dans mon prisme sens critique et c'est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup, Guillaume. Bah écoute, merci à toi. J'espère. Écoute, moi aussi, c'est vrai que c'est bizarre comme ça de retracer 25 ans de sa vie. C'est la première fois que je le faisais, mais écoute, voilà, j'espère que j'ai dit des choses intéressantes. Voilà, et puis je te félicite pour ton podcast qui est très inspirant et des quelques-uns que j'ai écoutés, en tout cas, qui donnent la parole à des gens toujours passionnants et touchants surtout. Merci beaucoup. Donc, allez voir les notes du podcast. Allez voir évidemment Sens Critique. Tenez-vous au courant de tous les projets qui vont sortir. Donc, grosse actu en 2021. Et puis allez voir Guillaume sur LinkedIn, je pense. Tu réagis assez rapidement. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, allez noter. Abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup, du coup, à partager, à mieux référencer en toute objectivité toutes nos belles conversations. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.